Aujourd'hui, dans Mille et une vies, nos invités nous raconteront qu'à force de courage, elles ont réussi à percer professionnellement alors qu'elles venaient d'un milieu plutôt défavorisé. Mon beau-père me disait « t'es une bonne à rien, tu vaux rien, tu finiras prostituée, etc. » Sylvie grandit au cœur d'une cité en banlieue parisienne. Son quotidien est teinté de violence. Il y avait de la drogue, les appartements sont horribles. J'ai failli mourir parce que quelqu'un a tiré des balles dans la cité et j'ai pris une balle dans la jambe. Mais un jour, la petite fille pousse la porte d'une bibliothèque et pour elle, c'est la révélation. Je me suis dit, avec les livres, tu vas passer les murs de la cité. Je me suis mise à lire tout Zola comme ça. Et ça m'a fascinée. Vous voulez être écrivain, quoi. Née dans une famille de gitans, Laure doit très tôt se faire une place parmi ses nombreux frères et sœurs. Ma mère m'emmène devant un juge des enfants. Et là, elle dit au juge, gardez-la. C'est un abandon. À 16 ans, Laure tombe enceinte. Rejetée par sa mère, la jeune femme comprend alors qu'elle va devoir se construire une vie pour écrire son destin. J'ai une sœur qui travaille dans l'industrie et c'est le boom de l'intérim. J'ai 2 bras, j'ai 2 jambes, j'ai plutôt un cerveau bien fait et j'ai une volonté à toute épreuve. Three little birds sat on my window, and they told me I don't need to worry. Maybe sometimes we got it wrong, but it's alright. The more things seem to change, the more they stay the same. Alors, je suis ravie de vous recevoir toutes les deux. J'imagine qu'on va tirer des tas de choses de vos expériences respectives et voir comment, à partir d'une enfance dans un milieu peu aisé, on arrive à franchir les barrières a priori infranchissables et mener les parcours que vous avez menés, puisque Sylvie, vous êtes née à La Courneuve, dans la cité des 4000. D'abord, vous avez travaillé dans la pub pendant des années, puis vous êtes devenue romancière, puis réalisatrice. Donc, un parcours absolument étonnant. Il a fallu vous bagarrer pour y parvenir. Comment on passe d'un monde à l'autre? Par la République, par les études. J'étais boursière de la République, j'étais bonne élève. Je me suis adossée à ce que la France a de plus beau, c'est-à-dire sa capacité à aider ses citoyens. Et donc, j'ai entamé des études de lettres et puis j'ai poursuivi. Parce que ce qui vous a ouvert l'esprit dès le départ, c'est la lecture. Vous avez eu accès absolument. un peu par hasard au livre, à la lecture, à un roman d'Émile Zola, je crois. Oui. La lecture et la musique. Il y a une chanson qui a compté en particulier pour vous. Oui, absolument. Laquelle? C'est Envole-moi de Jean-Jacques Goldman, où j'étais dans ma cuisine à La Courneuve, dans ma cité, et j'ai entendu cette chanson. Et j'ai dit, merde, c'est ma chanson en fait, il m'a écrit cette chanson pour moi. Et donc, je m'endormais le soir en écoutant dans la radio une petite cassette. J'écoutais comme ça sous l'oreiller. Vous aviez quoi, 13 ans? J'avais 13-14 ans. Ouais. Donc ça a été un moteur? Ça vous a donné l'envie de dépasser les... Oui, puis comme une protection, c'est-à-dire que moi, j'étais battue par mon beau-père qui était vraiment pas gentil avec moi. Et j'avais pas de papa. Et donc, c'était comme un père de substitution avec une voix masculine et qui me disait « faut faire ça, tu vas faire des études, avec les livres, tu vas passer les murs de la cité, etc. etc. » Donc, c'était comme un papa, en fait, qui me parlait. Laure, alors vous êtes une autodidacte. Hein. Vous avez quoi comme diplôme? Un CAP. Un CAP. Un CAP petite enfance. D'accord. Et pourtant, vous avez réussi dans le monde, un environnement industriel. Complètement. Et puis, non seulement vous avez réussi, mais vous avez été décorée. Oui. En 2014, je reçois un courrier. Un courrier, vous pensiez que c'était quoi? Eh ben, je pensais que c'était un PV, parce qu'en en fait, il y a la fameuse Marianne, bleu, blanc, rouge. Je dis, oh pétard, j'ai encore pris un PV. Pardon. Pétard, on dit pétard. Et j'ouvre ce courrier, je lis, je parcours, c'est pas un PV. Et le président de la République, le préfet, chevalier de l'Ordre national du mérite. Alors, vous l'avez apporté, cette médaille? Absolument, j'en suis absolument très, très fière. Donc voilà. Magnifique. Je la porte jamais, mais elle est bien placée à la maison pour ne jamais oublier. Donc, qu'est-ce que vous avez ressenti en recevant cette médaille? Ce que j'ai ressenti, c'est une fierté incroyable, parce que cette médaille m'a permis de regarder un petit peu en arrière. Je ne l'avais jamais fait. Jamais. Et vous êtes très émue en parlant et en l'évoquant. Oui, d'ailleurs, c'est surprenant de ma part, parce que je suis rarement émue. C'est vrai? Oui, rarement, parce que la vie
la vie ne m'a pas permis ça, l'émotion. Vous avez dû être forte dès le début Dès le et début. vous allez nous raconter pourquoi. Donc on va évidemment revenir en détail sur tout vos parcours. On va se replonger dans vos enfances respectives. On va commencer par la vôtre, Sylvie. Donc la Courneuve, cité des 4000, vous nous avez dit un papa absent, une maman d'origine tunisienne, je crois. Oui, enfin française, mais juive tunisienne. Pourquoi un papa absent? Bah, pas de père, quoi. Ma mère, elle a 17 ans, elle sort en boîte de nuit et puis elle rencontre un jeune homme, elle a un flirt poussé. Donc, j'ai pas connu mon père, en fait. Voilà. Donc vous êtes fille unique. Oui. C'est votre maman qui vous a élevé tout de suite ou Mes grands-parents. Donc là, vous avez passé quelques années chez vos Oui. grands-parents jusqu'à Oui. l'âge de 6 ans, Oui, c'est ça. jusqu'au moment où votre mère a refait sa vie Voilà. avec un autre homme Oui. que votre père. Oui. Vous aviez quel rapport avec cet homme-là? Bah, en fait, très dur parce que ma mère me dit, bon, bah, j'avais 6 ans et demi, elle me dit, c'est ton père, tu dois l'appeler papa. J'ai dit, bah non, c'est pas mon père. Mon père, c'est celui qui m'a engendré, donc ce n'est pas mon père. Donc je l'appellerai pas papa. Et en fait, ça n'a pas accroché et les coups ont commencé à tomber très Il a vite. été violent. Très violent, d'autant qu'il n'arrivait pas à faire d'enfant à ma mère. Donc en fait, et moi j'étais très insolente. Donc je lui disais couille de baudruche, couille à l'hélium, il n'y a rien dans tes couilles. Enfin voilà, je parlais comme ça. Ah, d'accord, vous lui parliez comme ça, donc. Ouais, et ça tombait, enfin, les coups tombaient. Et ma grand-mère me disait, mais tais-toi, appelle le papa, et voilà, et calme-toi. Et je ne savais pas mentir, prendre la pause, etc. Donc vous êtes souvent seule, votre maman travaille Oui. beaucoup, elle est secrétaire, Oui. vous avez les clés de l'appartement Oui, autour du ouais, cou. ouais. Il y a quand même des moments de joie parmi vos amis et puis surtout avec vos grands-parents qui sont chaleureux avec vous. Et puis dans la cité, c'est-à-dire, je dois aussi rendre hommage à la ville de La Courneuve qui s'occupait de nous beaucoup, le centre de loisirs, les colonies de vacances, on partait au ski toutes les vacances d'hiver, à la mer toutes les vacances d'été, on a fait le tour du monde grâce au Conseil général de Seine-Saint-Denis, donc j'étais quand même prise en charge par la ville et par mes grands-parents, et ma mère, malgré tout, elle travaillait pour moi. Et puis vous allez faire une découverte qui change votre vie quand même à l'âge de 9 ans. Ouais. Qu'est-ce que vous découvrez? Comment ça se passe? En fait, moi je traînais dans la cité parce que j'étais toute seule, j'étais fille unique et puis mon beau-père était au PTT, donc en fait il travaillait parfois le matin, parfois l'après-midi. Et comme j'avais une peur bleue de me retrouver en tête-à-tête avec lui dans l'appartement, je rentrais le plus tardivement possible et donc je traînais dans la cité. Puis un jour je vois des usines désaffectées et puis il y a une bibliothèque et c'est comme une église en fait. Les portes sont ouvertes, il n'y a pas besoin d'avoir de carte parce que tout le monde se connaît dans la cité. Et je me promène dans les rayonnages, j'y vais une fois, 2 fois, puis je vois marqué Pau-Bouille. Un jour, je dois avoir 9 ans, 9 ans, ouais. Vous avez dit, tiens, une nouvelle insulte pour mon beau-père? Ça vous Pour plaît? moi, Bouille, c'était figure. Pau, j'ai Pau-Bouille, qu'est-ce que c'est Pau-Bouille? Et puis je tire le livre et je commence à lire Pau-Bouille, comme ça, debout dans la bibliothèque. Puis la bibliothécaire me dit, tu sais, tu peux l'emporter chez toi. Bon. Et là, je découvre qu'il y a un autre monde, une autre... Alors, c'est un roman d'Émile Zola Oui. qui concerne une famille bourgeoise. Oui, voilà. Et on découvre que finalement, chez les bourgeois, à l'extérieur, il y a des convenances, des apparences, mais l'intérieur Voilà. n'est pas si reluisant que ça. C'est ça, et qu'à l'instar des gens de banlieue, il y a aussi une grande pauvreté. Voilà. Plus morale que sociale, mais au demeurant, il y a quand même des grandes pauvretés. Et je me suis dit, merde, putain, il y a des gens qui sont pauvres autrement, quoi. Et ça m'a fascinée. Donc je me suis mise à lire tout Zola comme ça. D'accord, donc ça vous a donné le goût d'ouvrir des Oui, livres. oui, oui. Mais quand vous les refermiez, ces livres, vous étiez dans la cité, ça se passait comment? C'est le retour Alors, au en réel, fait, difficile? La cité, c'était super, en fait. Non, mais c'est Il y vrai. avait quand même un peu de violence. Oui, mais moi, je vis dans les beaux quartiers aujourd'hui. Je vis dans le 8e. Je suis désolée, je vois plus de violence dans les beaux quartiers que j'en ai vu à La Courneuve. Pour de vrai, alors ça fait un peu cliché de dire ça, Enfin, mais à La Courneuve, vous avez quand même failli mourir. j'ai failli mourir parce que quelqu'un a tiré des balles dans la cité et j'ai pris une balle dans la jambe. Bah oui, c'est pas rien Oui, quand mais même. donc, alors, quand même. Sophie, Vous regrettez votre cité natale. non, je regrette pas ma cité. Je regrette les gens parce qu'on avait des rapports plus simples, plus directs, plus honnêtes. Pas de convenance, pas de vernis social. Donc ça, c'est le côté positif. Mais il Oui. n'y avait pas que des côtés positifs. Non, il y a quand des même. côtés négatifs, Il y il y avait avait- des endroits où les voitures ne pouvaient pas aller, Voilà, ou le ciel était bien gris, Oui, ou tout ça. c'était quoi. très gris, c'était très laid, et que quand je regardais les murs, j'ai dit, mais moi, je vais vivre face à la Tour Eiffel, et je me suis mise face à la Tour Eiffel. Mais oui, bien sûr, il y avait de la drogue, les appartements sont horribles, c'est des murs en papier, on entend le voisin taper sur sa machine ou crier sur sa femme. Enfin, oui, la promiscuité, elle est terrible.
Et pour rien au monde, je rentrerai habiter là-bas. Mais tous les Comment vous dimanches, vous êtes pris cette balle dans la cuisse? un soir d'été de 91, j'étais avec mon pote Robert sur les bancs, voilà, le soir. Et puis un mec de la cité est arrivé et puis s'est mis à tirer comme ça partout. Et nous, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'il fait? Et mon pote Robert a juste eu le temps de m'attraper les jambes comme ça et j'ai pris une balle ici. Alors que j'aurais pu la prendre là et je serais morte parce que c'est l'artère fémorale, m'a expliqué le médecin. Et donc ça n'a pas saigné. Et je suis rentrée chez moi et ça n'a pas saigné. Et le lendemain matin, Mais les draps étaient La immaculés. douleur, quand même, ça fait... Eh ben, ça fait pas si mal. Et c'est une 9 mm, hein, j'ai la radio. Non, mais ça fait mytho, mais c'est vrai. Et je pourrais vous montrer la photo. Ça fait pas si mal. Non, ça fait pas si mal parce qu'elle est rentrée il m'a expliqué le docteur, dans le sens du muscle. Elle n'a pas déchiré le muscle. Donc elle s'est logée dans le sens du muscle. Après, ça a saigné par l'ouverture dans la nuit parce que je me suis couchée, j'avais quand même mal, j'avais du mal à marcher, mais je marchais et je me suis couchée et le lendemain matin, il y Non, avait... mais parce que vous prenez une balle dans la cuisse, mais vous n'allez pas à l'hôpital, vous n'allez heurter personne, Non, j'ai vous peur. n'appelez pas Non. le médecin? Non, et puis en plus, je vous assure, Sophie, je pensais que c'était des plombs. Je pensais Oui. qu'il jouait au plomb, en fait. Donc je me suis dit, bon, je me suis C'était une pris un plomb dans la jambe. Ma mère, elle était en dépression totale à cette époque. Son mari l'avait quittée, elle était toute seule. Elle faisait 39 kilos. J'ai dit, je ne vais pas la faire chier. Sauf que le lendemain matin, il y avait plein de sang dans le lit. J'étais bien obligée de le dire à ma mère. Et je lui ai dit que j'avais mes règles. Et elle m'a dit, mais non, là, c'est pas possible, c'est pas tes règles. On est allé au centre de santé à l'IND. Ils m'ont fait une radio le lendemain matin. Et le médecin est revenu, il a dit c'est 9 mm que tu as dans la jambe. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Et moi j'ai eu tellement peur des représailles que j'ai menti en fait. J'ai dit bah je sais pas, c'est un mec qui est venu dans la cité. Bon, c'est vrai que c'était quelqu'un qui a tiré un peu comme ça, mais sauf que je le connaissais. Et donc j'ai pas voulu porter plainte parce que j'ai eu peur des représailles sur ma famille. Donc ça c'est Et la on vous a violence. enlevé la balle? Non, elle est toujours là. Ah bah ça alors. Non, parce que non, c'est vrai, parce que en fait, il y a des chasseurs, il paraît, qui vivent avec des plombs dans le cou, même des balles dans le corps. Mais comme c'est logé dans un muscle et que ça ne touche pas l'organe vital, ils ont préféré me la laisser plutôt que me faire une grande. Quel âge, si je peux me permettre? C'était en 91, j'avais 20 ans. Bon, alors avant cet épisode, vous nous parliez des livres à 9 ans, puis à 13 ans, il y a d'autres découvertes. Il y a la musique, la danse, la musique. Oui. Et donc, vous nous parliez de cette chanson Oui. de Jean-Jacques Goldman qui a changé vos aspirations. Oui, On alors. va l'écouter un peu, tiens, d'ailleurs. D'accord. Loin de cette fatalité qui colle à ma peau. Envole-moi, remplis ma tête d'autres horizons, d'autres mots. Envole-moi. Qu'est-ce que vous ressentez, là? En fait, j'étais vraiment vers 12-13 ans, j'étais très très mal parce que mon beau-père partait pas, il restait et c'était de pire en pire parce qu'il n'arrivait toujours pas à avoir d'enfants, donc ça cristallisait sa violence, etc. Et j'ai entendu cette chanson et je me suis accrochée à ça et je me suis dit, avec les études, on peut s'en sortir, un truc aussi bête que ça. Ça vous parle, tout ce que dit Sylvie? Laure, est-ce que vous avez une chanson comme ça qui vous a tenu, qui a été un moteur pour vous? Non, pas un moteur, plutôt un déclencheur. C'était Still Loving You de Scorpion. Et c'est là-dessus que je suis tombée amoureuse du père de mes enfants. Donc ça, vous aviez 14 ans, je crois, à ce Ouais, moment-là. ouais, Hein, c'est ça? ouais. C'était un slow d'enfer, Scorpion. Magnifique. Allez, on va revenir à votre enfance. Alors vous, vous naissez presque dans une caravane. Enfin non, vos parents étaient sédentaires quand même. Voilà, mes parents Des gitans sédentaires. C'est ça. Donc oui, mon père est d'origine gitane et ma mère, comme on dit chez nous, plutôt manouche. Quand vous naissez, vous avez des frères et sœurs? Je suis l'aînée. D'accord. Et après, vous avez eu? Je suis l'aînée, donc après, 13 mois après, il va y avoir mon frère Cyril. Et puis 11 mois après, il va y avoir ma sœur Gaëtane. C'est-à-dire qu'en 24 mois, ma maman a eu 3 enfants. Et elle n'a pas 18 ans, puisqu'elle m'a eu à 16 ans à l'époque. D'accord. Donc, vous vivez avec vos deux parents jusqu'à Voilà. l'âge de 10 ans, et puis vos parents se séparent. Voilà, Qu'est-ce qui se alors passe avant après? mes 10 ans, mes parents se séparent. Mon père s'en va. Mon père s'en va. L'histoire dira qu'il est parti acheter un manège, il n'est pas revenu. Il a oublié de revenir. Ah, il y en a qui vont acheter des paquets de cigarettes. Lui, c'est un manège. À l'époque, on a failli être forain. Bon, voilà. Ça s'est pas fait. Et du coup, maman se retrouve toute seule avec 3 enfants. Moi, j'avais à peu travaillait près pas 6 ans. Elle travaillait évidemment pas, hein, puisque à l'époque, 3 enfants. Et puis, pas peu d'éducation. Mais de Maman, quoi vous vivez alors à ce moment-là? Alors, maman décide de faire appel néanmoins aux services sociaux et on va la placer dans le Loir-et-Cher, proche de Chambord.
dans un foyer, ce qu'on appelait à l'époque un foyer de filles-mères. Et puis, on va y rester 1 an et demi. Maman va prendre confiance en elle, va découvrir la région et elle va commencer à travailler. Elle va commencer à travailler dans l'industrie, dans une usine. Voilà, donc là, c'est un petit peu la sortie du tunnel. Moi, c'est une bonne expérience et en même temps, c'est lourd de douleur parce que c'est compliqué, le déracinement et puis l'éloignement du père. Moi, je suis extrêmement attristée de ça. Je suis en colère. En fait, ce jour-là, naît ma colère contre mon père. Et puis voilà, elle travaille, elle s'installe, elle va rencontrer un homme absolument charmant et ils vont concevoir ma petite sœur. Et là, ça devient le rayon de soleil de ma vie. Elle s'appelle Aurélia, elle est magnifique, bien évidemment. Donc voilà, et puis l'histoire va en décider autrement. La relation avec son papa ne fonctionne pas avec ma maman. Donc pour la 2e fois, et là, à l'initiative de ma mère décide de quitter son papa. Et là, c'est les années un peu galères. Ouais, là, donc c'est là, compliqué. vous repartez vivre dans une caravane. Exactement, parce que maman n'a pas les moyens. Donc du coup, elle se retrouve mère célibataire avec 4 enfants. 4 gosses. Moi, j'ai 15 ans. J'ai déjà rencontré ce que je crois être l'amour de ma vie. Donc sur le fameux slow de Scorpion. Voilà, les booms, hein, c'est l'époque des booms. Donc là, vous c'est aviez formidable. 14 ans quand vous l'avez rencontré. Oui, parce Ce que je le rencontre à l'école. Et puis, voilà, la vie s'installe. Nos familles se connaissent, s'aiment pas trop. Et puis moi, il a un côté bad boy de par sa vie un petit peu marginale, la façon de vivre de ses parents, parce que ce qui est très Ils sont un curieux- peu gitans, ces parents aussi. Alors, ils ont un mode de vie gitan, ce qui me fascine. Cette vie chalet, mélange de chalet, bord de Loire, on se lave à la bassine. Moi, je trouvais ça absolument génial, quoi. C'était beaucoup moins aujourd'hui. Mais à l'époque, je vous assure, c'était hyper Il y avait un fun. côté l'aventure. Ah ouais, ça avait un poétique. côté... Oui, puis moi, ça me ramenait à tout ce que ma grand-mère pouvait me raconter. Alors, on sent quand même dans ce que vous racontez que votre maman est très présente, qui a une forte personnalité. Quel genre de caractère? Maman Oui, elle vous a éduqué comment? Ah, c'est une éducation stricte. Elle est dure. Tendre quand même? Moi, j'ai pas ce souvenir-là, absolument pas. J'ai pas ce souvenir-là. Pas de câlin, pas de mots d'amour? Non, je crois qu'elle n'a pas le temps. Et puis au départ de mon père, dans les années 75, j'ai dû faire face à une maman en colère. Elle ne lui a jamais pardonné. Est-ce que ça a été un moteur pour vous? Est-ce que vous vous êtes dit, moi, je ne veux pas reproduire ça, je ne serai jamais en Absolument. colère? Ça, c'est très juste. C'est très juste, Sophie, parce que l'histoire va le dire, je vais être maman très tôt. Et je n'ai qu'une pensée en tête. C'est rester avec le père de mes enfants, ou de mon fils à l'époque. Je n'ai que ça. Dans ce que vous racontez, il y a quand même beaucoup de similitudes entre le parcours de votre mère à 16 ans, vous aussi, mère à 16 ans, etc. Donc, il y a un truc de reproduction. Moi, pareil, c'est-à-dire ma mère m'a eu très jeune et je suis tombée enceinte très jeune aussi. Et alors là, ma mère, qui est quand même une tête de linotte patentée, elle a dit « Ah non, elle n'aura pas la galère que j'ai eue moi, ah non !» Et on était très pauvres. Hein. Et donc, elle a été empruntée de l'argent à son patron pour payer un avortement parce que j'avais dépassé le terme pris en charge par la Sécu. Donc, il a fallu trouver un médecin qui m'avorte au-delà des 8 semaines ou des 10 semaines, je crois, légales. Et elle s'est battue pour ça. Donc, à cet endroit, plusieurs épisodes comme ça de ma vie, je me suis dit, bon, la tête de linotte, quand même, quand il a fallu me tenir, elle était là, quand même. Alors, à l'inverse, vous vous êtes battue pour garder votre bébé, puisque vous avez rencontré votre amoureux à 14 ans et vous êtes tombée enceinte assez vite. Ça vous a précipité encore plus dans le monde adulte. Très vite, effectivement, je me rends compte que... Vous êtes tombée enceinte sans le vouloir vraiment? Ah non, jamais. Et d'ailleurs, ça a été une des grosses discordes avec ma maman, c'est-à-dire qu'elle était persuadée que je reproduisais le schéma. Absolument pas. Absolument pas. Alors, en tout cas, consciemment, non. C'est vraiment l'accident par excellence. L'accident vraiment par excellence. Et là, par contre, la vie vous dit, cocotte, il faut que tu fasses un choix. Et j'ai pas laissé à ma mère l'opportunité de choisir pour moi. Bien sûr qu'elle a eu envie de faire comme vous, Sylvie. En tout cas, il y a une phrase qui a été fondatrice. Oui, ma mère m'a dit quand je lui ai annoncé et qu'elle m'a dit il n'en est pas question et que j'ai dit mais c'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà. Et du coup elle me dit tu vois le choix que tu vas faire, le choix que tu fais aujourd'hui, ça va bousiller ta vie, ça va gâcher ta vie. Et je pense qu'elle faisait référence à la sienne. Bien sûr. Je pense qu'elle faisait référence à la sienne. Sauf que moi je le prends comme une provocation et bien évidemment t'es pas d'accord, je vais surtout m'entêter dans la décision. Je le garde. Donc on se fâche. Elle, à l'époque, elle a rencontré un autre homme.
Et je suis en colère après cette relation. Et là, à la sortie de l'école, quelques jours, quelques semaines après avoir vérifié que j'étais bien enceinte et que le délai était dépassé, j'avais fait ce qu'il fallait pour, elle m'emmène devant un juge des enfants. Et là, elle dit au juge, gardez-la. La relation est devenue impossible avec ma fille. C'est plus possible, elle ne peut pas rester à la maison. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez ça? C'est un abandon. Hein. C'est elle qui a provoqué la rencontre avec le juge, je pense. Bien sûr. Et là, je comprends. J'ai rien sur moi. Ça, je me souviens, je me rappelle de ça. J'ai mon sac d'école et c'est fini, quoi. Et là, le juge m'explique que je vais voir un éducateur. C'est un tourbillon. Je suis enceinte. Je pense qu'à une seule chose, c'est le père de mon bébé, bien évidemment, parce que je suis amoureuse. Et le soir, je suis dans une autre maison, dans une autre ville, dans une famille d'accueil de la DAS. Et Le jour même. Le jour même. Est-ce que vous avez des rêves de carrière? À ce moment-là, ça s'est arrêté avant la grossesse. C'est-à-dire que je suis plutôt une bonne élève et depuis toujours, c'est assez facile pour moi, l'école. C'est curieusement très facile. À tel point facile que je travaille peu, puisque c'est facile. Donc vous êtes un peu feignante alors. Carrément, carrément, Et puisque vous de toute façon, le résultat est là. Et Vous vouliez faire quoi au moment alors où moi, c'était j'avais facile? des rêves de médecine, des rêves d'avocate, des rêves de journaliste, enfin des choses un peu de femmes de pouvoir. J'imagine que là, vous vous retrouvez donc dans un foyer enceinte. Donc là, plus question de devenir médecin ou avocate. Non, ça s'est arrêté Vous depuis pensez à longtemps. quoi comme formation alors? Alors, je suis déjà en formation parce que je suis dans un lycée professionnel privé, là où maman m'avait mis parce que comme j'étais un peu rebelle, très amoureuse, et moi, quand je suis amoureuse, je ne pense qu'à ça. Il y a tout pas le de reste. vous, je crois. Donc tout le reste n'a pas d'importance. Donc l'école pensait bien que c'était accessoire. Et donc du coup, elle trouve cette solution que de me mettre interne justement dans un lycée professionnel. Et là, pour un CAP de petite enfance. Et puis voilà, la grossesse. Donc là, la grossesse compliquée parce qu'il y a l'école. Et puis je suis dans cette fameuse famille à la DAS. Donc vous fixez quand même comme objectif d'avoir ce CAP, de le Ouais. valider. Ouais. Alors, on va voir ce que ça a donné par la suite. Vous, Sylvie, vous nous avez confié tout à l'heure votre amour pour les livres. Vous nous disiez que vous avez été bonne élève, Oui, donc très bonne élève à l'école. oui. Vous aviez quel rêve de petite fille? Vous vouliez faire quoi quand vous seriez grande? Alors, tout au début, évidemment, je voulais être écrivain. Puis après, je me suis fait Zola, Maupassant, Balzac. J'ai dit, écrivain, non, en fait. Pourquoi? Parce que le niveau était là-haut, quoi. Je me dis, je peux pas faire ça, moi, c'est pas possible, voilà. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et ma mère recevait le catalogue des bijoux un peu cheap qu'on envoyait comme ça chez les gens. C'est pas de la haute joaillerie, c'est de la petite bijouterie, bon. Et puis moi, je commence à avoir une passion pour les pierres, etc. Je dessine une maille, je dessine des bijoux, j'envoie au président de l'époque, Gérard Mention, une maille. Il me répond, il m'offre un petit poste radio, il me répond une lettre en disant votre maille est très très jolie, elle va être publiée, on va l'éditer, etc. Bravo, continuez. Donc là, je dis à ma mère, je veux faire ma gémologie, je veux être gémologue. Donc là, je dois avoir 10 ans, 11 ans. Et puis mon beau-père me dit, mais toi, gémologue, mais toi, les bijoux, mais toi, tu vas finir sur un tapin, ma pauvre. Regarde où tu vis dans une cité, tu connais personne. Les gens de la joaillerie, ils sont dans des châteaux, etc. Le rêve, je le ravale un peu, en fait. Je le ravale complètement. Et puis, je continue mes études comme ça. Puis un jour, je marche dans la rue. Et c'était en 86 ou 87, et donc j'avais 15-16 ans. Et là, je vois des affiches de publicité. Je dis, c'est rigolo, ça, c'est de la littérature. Et en même temps, c'est pas de la littérature. C'est écrire sans toucher au dieu de la littérature. Et donc, j'avais découpé, pareil, je découpais beaucoup, des annonces publicitaires dans des classeurs, etc. Et puis, je vais voir la conseillère, et puis je lui montre les annonces, et je dis, moi, je veux faire ça. Elle me dit, mais vous n'avez pas la taille. J'ai dit, la taille de quoi? Alors, elle me dit, mais la taille pour être mannequin, pas du tout. Voyons, vous êtes toute petite. Je dis, mais je veux pas être mannequin, je veux faire des accroches. Et donc, elle me dit, mais ma pauvre, mais bon, nous avons un des plus beaux parcs paysagers au monde à la Courneuve. Vous allez faire paysagiste. Vous aimez les belles choses, vous allez faire paysagiste. Je dis, mais j'aime pas la nature. Si. Ou alors, vous avez des beaux cheveux, vous allez faire coiffeuse. Elle me dit vraiment ça. Elle me dit, il y aura toujours des cheveux à couper, cette phrase. Je dis, vous êtes folle, en fait. Vous êtes des conseillères d'orientation. Je veux faire des lettres, je vais écrire. Et puis, je m'en vais en claquant la porte. Et puis là, je me dis, je vais faire des études littéraires, en fait. Et comme j'ai eu des bonnes notes au bac, j'ai pu être désectorisée et faire mes études à Paris 4 à la Vous avez une Sorbonne. mention au bac?
Oui, mais que bien. Que bien. Moi, j'ai pas le bac. Hein. Que bien, c'est quand même pas mal. Que bien. Ouais. Et donc, vous faites quelles études? Alors, je fais d'abord une licence au DESTEC, enfin en communication à Paris 3. Je fais une maîtrise de lettres à la Sorbonne. Je fais un DESS de lettres modernes spécialisé à la Sorbonne. Je fais un DEA pour commencer un doctorat en philosophie du langage. Donc, mon DEA est validé à Paris C'est 3. énorme. Et comment vous financez tout ça? Ah bah, je suis boursière de la République. C'est pour ça que moi, je suis très patriote et que j'aime ce pays et que vraiment, je rends hommage à ce pays qui a accueilli ma mère, mes grands-parents et que je ne supporte pas qu'on dise du mal de la France et de ses institutions, même s'il y a des défauts. Quel pays n'a pas de défauts dans ses institutions? Je suis boursière, je fais des études gratuites et après, je D'avoir donne un des petit cours, boulot. je suis caissière, enfin, j'accumule les petits bouts. Je travaille tout le temps. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être schizophrène pendant cette période-là, de vivre entre ces deux mondes qui n'ont rien à voir? J'imagine. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes arrivé, vous venant de la cité, quand vous êtes arrivé à la Sorbonne? Alors, quand j'arrive à Paris 4, qui est quand même une institution pour moi, vraiment, c'est un temple, quoi. Puis quand on rentre, on a la statue de Newton et puis la statue de Voltaire à côté. Donc, c'est vraiment très impressionnant. Je me dis, écoute, ta maison, tu la portes pas sur ton dos. Ton vêtement, si. Donc, je vais super bien m'habiller. Donc, je gratte mes bourses et je m'achète un costume neuf, un cartable neuf. Ma grand-mère me met des gâteaux dans le cartable, etc. Et ma grand-mère me donne aussi un livret A avec de l'argent dessus. Elle me dit, Paris, ça coûte très cher. Avec son accent, elle me dit, si tu dois manger, on ne sait jamais, Paris, ça coûte le bonbon. Donc, je t'ai mis de l'argent, voilà, dans un livret A. Donc, j'arrive toute neuve et je vois des filles de grande famille qui sont avec des sacs déglingués, des trous aux genoux, etc. Et là, je me sens complètement dégalée. On vous a fait des réflexions? Ah bah, les premiers jours, je me suis battue. On m'a traitée de fille des rues. Donc, je me suis battue avec une fille de ministre. Et je l'ai allongée et une autre Ça veut fille... dire quoi, vous allongé? Ah, j'ai mis une droite. Donc, elle s'est retrouvée par terre? Elle s'est Enfin, retrouvée allongée. par terre dans le caniveau et j'ai dit bah voilà, maintenant c'est toi la fille des rues. Et puis voilà, et puis après j'avais pas les mêmes rites, c'est-à-dire que à Paris on va au café par exemple. Moi ça n'existe pas, il y a pas de café à la Courneuve et puis c'est un truc de garçon les cafés et donc j'allais à la bibliothèque et on me disait mais arrête d'aller à la bibliothèque, moi je fumais pas. Donc tout le monde fumait des clopes en sortant, moi je fumais pas. Donc j'étais voilà, j'avais ce décalage là. Il y a eu d'autres décalages, par exemple, vous avez été invité à un rallye, quand vous arrivez habillé comment? Ah oui, je le raconte aussi dans un livre. Non, et ben un jour, on me dit, une fille de Paris 4 des cours du DSS me dit, écoute Sylvie, allez, je t'emmène dans un rallye au Bois de Boulogne, ça va être super, etc. Donc moi, j'ai vu Bois de Boulogne, rallye. Je me dis, il y a de la moto, un truc comme ça. Donc vite, je rentre à la cité, je dis, putain, il me faut un blouson en cuir. Je demande à mes potes de la cité, allez me chercher un cuir. Il me faut... Et j'ai débarqué avec un casque, avec un cuir, parce que je me suis dit, je vais monter sur une moto, donc le rallye, faut pas que je tombe. Bon, en fait, pas du tout. Et là où j'ai eu la puce à l'oreille, c'est que la fille qui vient me chercher, qui me récupère devant la Sorbonne, me dit... Oh, j'ai mis ce plaid en framboise écrasée. Je me souviens toute ma vie de la couleur framboise écrasée. C'était une couleur que je connaissais pas, moi. C'était rouge ou rose, mais framboise écrasée, c'était la nuance, c'était trop grande pour moi. Et donc, elle dit framboise écrasée. J'ai dit, putain, elle va pas faire du rallye avec son truc en soie, là, rose, c'est pas possible. Et voilà. Et j'ai rajusté en jetant le casque dans la voiture, en retirant le cuir. J'avais un Marcel en dessous, j'avais la pommade. C'est passé à peu près. Vous êtes resté au rallye? Et je suis restée parce que c'est pour ça que je suis devenue écrivain. D'ailleurs, je suis très curieuse. Je suis curieuse des gens, m'intéresse. La soirée des X, par exemple, qu'est-ce Oui. que vous pensez que c'est? Pareil, donc on a Polytechnique pas très loin et on me dit oh il y a la soirée des X, faut que tu viennes. C'est là-bas qu'on se trouve un mec. Et vraiment, moi j'étais en plus en lettres, donc beaucoup de filles. Il y avait un garçon dans ma classe. Et on me dit à la soirée des X, je fais putain, il m'emmène dans un truc porno quoi. Je me dis la soirée des X, c'est une soirée porno, et je peux pas aller là-bas. Je suis super mal, j'ose pas dire non parce que j'essaie de m'intégrer quand même au groupe. Et puis je dis mais des X comment c'est? Moi je me mets pas à poil quoi. Je déshabille pas, les partout ça m'intéresse pas. Mais non, les X c'est les gars de Polytechnique, ça n'a rien à voir. Et puis c'est là-bas qu'on trouve un mari, etc. Et là j'ai découvert aussi un drôle de manège vraiment. C'est-à-dire c'est des filles qui sont très jolies pour la plupart, qui ont entre 22 et 25 ans et qui sont là pour choper un mec. Et vous l'avez trouvé là, votre mari, vous? Absolument pas. Non, moi j'étais. Non, parce qu'à l'époque j'étais anorexique, en dépression totale, je travaillais tout le temps, donc j'avais pas de mec en fait. Alors, vous sortez donc archi-diplômée et vous trouvez un boulot dans le domaine que vous souhaitiez? Oui, donc comme à 16 ans, je vois ces affiches, etc., je me renseigne, j'essaie de voir par la presse spécialisée, et puis je vois le nom Pascal Manry du monsieur qui a produit ces accroches-là, ces annonces-là. Donc je me dis, tant qu'à faire, autant aller voir le gars qui a fait ce que t'aimes bien. Et donc je vais le voir, et il me dit, donc j'arrive, et puis il me dit, est-ce que t'as ton dos?
Je ne sais pas ce que c'est qu'un dos. Alors il me dit, ton dossier de fausses annonces, où en fait, pour t'entraîner à faire des annonces publicitaires, tu inventes, ou tu prends un produit, puis tu fais une fausse publicité. Et puis je lui dis, non, j'en ai pas. Il me dit, lève-toi. Alors je me lève. Il me dit, tourne. Alors je tourne. Il me dit, j'aime beaucoup ton dos, surtout le bas du dos. Voilà. Et donc, il me recrute stagiaire de Bec BD, comme ça. Bon, puis moi, je retourne finir mon DESS et puis j'entame mon DEA. Je vais pour finir mon DEA. Et le patron qui m'avait recruté sur mon bas du dos, là, à qui j'en veux pas du tout d'ailleurs, m'appelle et me dit écoute, je monte une agence, enfin, je reprends la direction d'une agence américaine. Est-ce que tu veux venir être rédactrice? Je dis moi, j'ai commencé mon doctorat. Donc non, je peux pas. Et puis il me dit, je te paye 10 000 francs. Moi, j'étais boursière de 3 000 francs par mois. C'était dur quand même. Je vais dans une cité, j'ai ting. Vous touchez 10 000 francs par mois, c'est énorme à l'époque. C'est énorme, c'est énorme. C'était en quelle année? 10 000 francs, c'était en 94. Ouais, donc c'est un très bon salaire. Voilà. Et surtout, je me dis, j'ai 23 ans et demi, quoi. Je me dis, je suis à La Courneuve, dans ma cité. Ma mère, elle est couchée tout le temps. Là, elle est complètement... Elle était contente, votre mère? Non. Pas trop, non. Ça ne plaisait pas? Non, mais parce que je faisais un doctorat sur le détournement du déjà connu en publicité et les modalités d'incidence sur la mémoire. Donc, c'était un très beau sujet. OK. Et, Bien sûr. Absolument. Ouais. donc, elle était très fière de ça. Et elle me dit, mais tu vas pas aller faire de la pub, quoi. Et elle me dit, donc je dis, si, je vais y aller. Donc, j'arrête mon doctorat aux grandes dames de mon directeur de recherche. Et elle me dit, un an plus tard, on était... à la CAF, je me souviens. Donc, elle feuilletait les magazines comme ça, elle fait la publicité, c'est fait pour se voir. Donc, normalement, je voudrais te voir. T'es dans aucune publicité. Voilà, elle me dit ça. Elle n'avait pas compris que j'écrivais la publicité, en fait. Donc, voilà. Et alors, ce que je comprends, c'est que le fait de travailler dans les beaux quartiers pour une agence de pub, ça ne vous coupe pas de votre cité? Non, parce que mécaniquement, j'ai pas les moyens. C'est-à-dire que voilà, j'ai mis un peu d'argent de mes bourses de côté, mais il faut bien vivre. Je gagne un salaire, mais ça reste jamais que 10 000 francs. J'aide un peu ma mère. Et puis surtout, j'essaye d'avoir une location. Et puis on me refuse tout parce que j'ai pas de caution parentale. Donc je suis assignée à la cité encore 2 ans. Vous allez nous raconter la suite un peu plus tard. On va revenir à Laure. Donc, on vous avait laissé à l'âge de 18 ans avec un CAP, un enfant. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez pu travailler directement dans votre domaine de la petite enfance? Non. Non, pas du tout. Et puis, j'ai de quoi m'occuper à la maison. C'est compliqué de 16... parce que j'ai pas 17 ans quand j'ai mon fils Marceau. C'est compliqué jusqu'à 18 ans puisque vous pouvez pas, on peut pas travailler à 18 ans, en tout cas de manière déclarée. Donc, vous faites des petits boulots? Je fais des petits boulots. Je tricote depuis que j'ai l'âge de 9 ans. Je tricote plutôt pas mal et je vais faire des petits boulots de tricot pour les enseignes de l'époque. Et puis je vais faire du ménage. Enfin bon, je fais vraiment des petits boulots jusqu'à 18 ans, tout en alliant les cours, puisque j'ai mon CAP. Alors, vous habitez où à ce moment-là? Toujours dans le foyer? Non, parce qu'en fait, je vais rester dans la famille d'accueil simplement quelques mois. Parce que c'est une situation qui, de mon point de vue, ne peut pas durer. Et du point de vue des parents de mon ami, de Ricardo, c'est pas possible. C'est pas possible que Laure, elle reste dans cette famille d'accueil, loin des gens qui l'aiment, avec ce bébé dans le ventre, en fait. Donc, vous allez habiter chez eux? Voilà, grâce à... Dans la caravane? Oui, tout à fait. Ah bon? Vous avez une caravane pour une famille d'accueil, pour une autre caravane. Ah oui, donc vous avez une caravane pour vous, pour votre couple. Oui, nous avons une caravane pour nous. La famille s'organise et ça peut se faire grâce à ma belle-mère qui n'a rien lâché, en fait, qui a vraiment tout fait pour me récupérer. Et puis une directrice d'école du lycée professionnel, Madame Chahéron. Et puis l'histoire veut que quelques mois après... vous finissez par habiter avec Ricardo. Voilà, dans un vrai appartement. Et vous avez un autre petit garçon qui naît. Et qui naît en 93, 7 ans après le premier. Vous, Sylvie, aussi, vous construisez une famille? Alors moi, je fais ma carrière là, dans la publicité. Je commence à bien marcher, à bien gagner ma vie. Et puis, je rencontre ce fameux jeune homme. Dans la pub? Il était un peu oisif, en fait. Il était un peu... en fait, c'était tout mon opposé. C'est-à-dire qu'il vient de Neuilly-sur-Seine, il y a beaucoup d'argent. Je me dis, bon, écoute... Il veut te marier, il veut t'épouser, tu vas faire des gosses, ils auront à manger. Bon, en tout cas, vous faites des enfants avec lui. Je fais des enfants avec lui. Combien d'enfants? 2 enfants. Est-ce que vous vous complaisez dans votre rôle de mère? Est-ce que c'est le bonheur, l'épanouissement total? C'est-à-dire que quand j'ai ma fille,
Et je me dis, c'est quand même compliqué d'être mère parce que la culpabilité, bon, moi je travaillais beaucoup, mais je courais tout le temps en fait. Je rentrais m'occuper de mon bébé, et puis émotionnellement, c'est très dur, très très dur. Et là, je bosse sur une marque d'aliments pour enfants et je vais rencontrer les gens à Villefranche-sur-Saône et je leur dis, que des femmes, et je leur dis, écoutez, c'est quand même la galère d'être mère, c'est quand même très compliqué quand même. La reprise du travail, l'arrachement à son bébé, etc. C'est compliqué d'être mère. Elles sont toutes en larmes. Elles me disent, mais oui. Et donc, j'ai fait cette campagne qui est restée 10 ans à l'antenne, ou qui signe. Donc, on monte, je prends Tony Kell, réalisateur, un mec un peu dur, un peu marqué par la vie, et je dis, je voudrais qu'on filme des séquences de mères qui sont débordées. Alors, débordées par un gosse qui crie la nuit, Et on fait ce film pour cette fameuse Donc en fait, ça a déculpabilisé toutes les mères. Ah, j'étais très fière de cette campagne parce que quand même à C'était quoi le slogan 20h30, alors c'est compliqué d'être mère, la marque, du côté des mamans. Voilà. Alors, 30 ans, 2 enfants, un mari, Grand un appart. boulot qui en jette, un grand appart. Là, vous vous dites, ça y est, c'est le top, je suis au comble du Je suis bonheur. rendue. Ouais, je suis rendue. Alors, je me dis, c'est bien, en fait, t'as des enfants, t'as fait résilience, tes enfants ont un papa, une grande maison, ils ont des beaux quartiers autour d'eux, et j'étais complètement à côté de la plaque. Parce que je vivais dans un mensonge terrible. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'échange intellectuel avec mon mari, de joute oratoire. Moi, je suis Bon, quelqu'un... donc en gros, vous ennuyez. Oui, mais non, parce qu'on voyage, on fait les courses, on achète des beaux vêtements de marque, etc. C'est pas ça le bonheur, quoi. C'est ça. Non, C'est- bah non, c'est en ça, fait. c'est Donc pas ça, le bonheur. je répète, donc vous vous rendez compte que vous vous ennuyez. Bon, d'accord, j'admets. J'admets. Ok. Et donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, écoute, on va arrêter là, c'est pas... Donc vous divorcez. Donc, je divorce. Voilà. Bon. Ça arrive Laure. aux gens très bien. Vous habitez dans un appartement avec votre compagnon et vos 2 enfants. Et là, vous trouvez un boulot. Alors, on est en grosse difficulté financière parce que j'ai 23 ans et on va dire que moi, de mon côté, j'ai accumulé des dettes qui ne sont pas les miennes, mais qui est une dette de famille et que je suis contrainte de rembourser. Et à tel point que, malgré mes différentes demandes de recours, j'ai un huissier qui débarque à la maison. Donc, on est en janvier 93. Vous avez un boulot à ce moment-là? Oui, je travaille dans une solderie. Et donc, j'ai cet huissier qui frappe à la porte et à l'époque, il vient mettre des petites étiquettes sur le peu de meubles que nous possédons. Vraiment de la C'est très babiole. anxiogène. Très anxiogène. Et l'huissier me dit, il y a vraiment des jours où on n'est pas très heureux de faire notre métier. Je lui en veux pas, hein, c'est pas de sa faute, il fait son boulot. C'est juste que moi, je dis, oh là là, mais comment je vais faire parce que le peu qu'on va me saisir ne va en aucun cas éponger cette fameuse dette qui représente à l'époque 15 000 francs. Je suis enceinte. Donc, du coup, je suis triste. Je suis triste parce que ce bébé, il arrive à un moment dans ma vie où il n'était pas censé arriver. Et donc, je travaille et je vais... Ce midi-là, j'oublie ma cantine, ma gamelle. Et ma patronne, Mylène de l'époque, me dit, bah, écoutez, c'est pas grave, on va aller en ville et on va aller s'acheter un petit morceau de pain, une petite tranche de jambon, puis voilà. Et puis là, elle me demande d'aller acheter un paquet de cigarettes. Bah, il y a des tickets à gratter. Et Vous aviez l'habitude de faire ça? Rarement. Mais c'était une façon de m'échapper à cette dure réalité. On travaillait, on était presque heureux. Je me retrouve avec cette grossesse, on n'a pas d'argent, on a cet huissier. C'est pas de chance encore. On a déjà traversé tellement de choses difficiles tous les deux. Et là, c'est compliqué. Et je prends ce ticket, je ne sais pas pourquoi. Et j'hésite. J'hésite parce que j'ai 50 francs. 50 francs moins 10 francs, ça fait 40. Et là, je me dis, la semaine va être compliquée. Je prends ce ticket. Et puis, je rejoins le véhicule de ma patronne. Je monte dans le véhicule. Je lui donne son paquet de cigarettes. Je gratte. Et c'est un ticket où il y a 6 cases. Je gratte les 2 premières cases, il y a 10 francs, 10 francs. Ah. Donc, nerveusement, je gratte la partie cachée et j'attends le 3e 10 francs puisque c'est un jeu où il faut 3 sommes identiques pour l'obtenir. D'accord. Et donc, je gratte, pas 10 francs, et je le pose nerveusement sur le tableau de bord. Et là, elle me dit, bah alors, Laure, vous n'avez pas gagné. J'ai dit, non, même pas 10 francs. Et là, je repense aux 10 francs que je joue, quoi. Je me dis, comment t'as pu jouer 10 francs? Enfin, c'est... Et je reprends le ticket, voilà, pour se faire encore plus mal. Et là, je vois plein de zéros avec un 5 devant. J'ai dit, oh là 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 là, je crois que j'ai gagné 50 000 francs. Mais non. Donc, la tête en arrière, la main sur le cœur. Et elle s'arrête, elle pile, elle s'arrête, elle regarde et elle me dit, mais oui, Laure, vous avez gagné 50 000 francs. Je dis, ça va pas être possible. Incroyable. Comment je vais faire? Est-ce que, comme dans le roman de Grégoire Delacour, vous dressez la liste de vos envies à ce moment-là? Alors là, les envies, elles sont basiques, vous allez voir, hein, c'est très simple. Un lit pour le bébé. Donc, vous allez voir, ça c'est le nec plus ultra. Donc je paye cette fameuse dette. Le permis, Le permis, la voiture, la voiture,
les vacances Une poussette, je crois. et une magnifique poussette pour Alexis. Neuve, puisqu'à l'époque, on achète tout d'occasion, nos vêtements, nos chaussures. Et là, C'est parti. Et là, ça bouge aussi professionnellement. Là, ça bouge professionnellement puisque à la naissance d'Alexis, donc mon deuxième enfant, je décide de changer de travail. Je m'ennuie. Et donc là, j'ai une sœur qui travaille dans l'industrie, une sœur et une belle-sœur, et qui me disent on est dans les années 93, 94, 95, et c'est le boom de l'intérim. Et l'intérim, ça paye parce que vous pouvez travailler 6, 7 jours par semaine, vous pouvez travailler jours fériés. Et pour moi, c'est révolutionnaire, c'est-à-dire qu'on peut travailler un peu plus et vraiment gagner plus. Et donc à ce moment-là, on switch les rôles avec le papa. C'est lui qui s'occupe des enfants, c'est décidé, et c'est moi qui vais bosser. C'est mes premiers pas dans l'industrie. Et je rentre en 95 dans gros équipementier automobile chez qui je vais faire mes premières armes. Et là, je vais me rendre compte que je suis vraiment capable de faire quelque chose de ma vie professionnelle. C'est le début. Et là, vous êtes chassée. Alors là, incroyable, là aussi, mais là encore un coup du sort. Donc entre-temps, je me suis séparée. Ah, Ouais. qu'est-ce Donc, qui se passait? je l'aime toujours, mais je fais un point sur ma vie. J'ai 30 ans et je me rends compte que même si je l'aime beaucoup, je ne suis Vous pas avancez heureuse. plus vite que lui, non? J'avance plus vite que lui et on n'est pas heureux ensemble. Pire, mes enfants ne le sont pas. Donc là, je me retrouve ce que je redoutais le plus dans ma vie, me retrouver toute seule avec mes 2 enfants. Eh oui, c'est-à-dire que là, encore une fois, on reproduit des schémas. Pétard, Je vais on pas oser le recommence. dire. Purée, quoi, on va pas leur donner raison à tous ceux qui vous ont jeté un sort là, à 16 ans et qui vous ont expliqué que vous avez pris une décision. Et donc, le papa décide qu'il ne peut pas vivre à côté de nous s'il ne peut pas vivre avec nous. Donc, il me dit, écoute, moi, je pars sur la Côte d'Azur. Donc, c'est difficile. Bon, j'ai dit, tant pis, il y a les avions. Et puis, ils font pendant presque un an et demi, l'aller-retour. Et puis, chasseur de tête. Qu'est-ce que c'est que ça, chasseur de tête? Je suis sur mon lieu de travail, donc j'ai des responsabilités. J'ai gravi quelques échelons au sein de ce gros équipementier. Et je reçois un coup de téléphone, il me dit chasseur de tête, il me dit CV, il me dit job. Et là, il m'explique qu'il y a une entreprise en Mayenne. Donc moi, à l'époque, la Mayenne, je ne sais même pas où c'est. Qu'il y a une entreprise en Mayenne qui cherche un profil comme le mien pour devenir responsable d'atelier de production, parce que je suis toujours dans l'industrie. Et ça m'intéresse parce que financièrement, c'est à nouveau dur d'élever mes enfants toute seule. Et là, je me dis, bon, allez, on y va. Et on me demande de partir et d'aller rencontrer le patron de cette entreprise. J'y vais avec ma petite sœur, toujours mon bébé, qui m'accompagne dans les grandes décisions de ma vie. Et là, j'arrive dans ce village qui s'appelle Renazé en Mayenne. Et là, je dis à ma sœur, non, fais demi-tour, c'est pas possible, ça me plaît pas du tout. Vous savez, c'est une ville minière, Renazé, et en plein hiver, c'est triste, cette grande rue. Elle me dit, ah non, elle me dit, alors là, non, on n'a pas fait tout chemin, 300 km, et puis pour faire demi-tour au dernier moment, elle me dit, t'y vas. Donc j'y vais, et là, je rencontre le directeur industriel plus le PDG, et ils me disent, c'est vous qu'on veut. C'est-à-dire que là, moi, je suis venue, mais comme ça, quoi. Est-ce qu'on peut réfléchir? Vous avez 3 jours pour réfléchir. Je suis rentrée chez moi dans le Loir-et-Cher. J'en ai parlé aux enfants qui n'ont pas tout compris. Le petit était super enchanté, le grand un petit peu moins, il a 14 ans, Oui, donc c'est compliqué, exactement. Et puis, j'en parle à ma famille qui me disent n'importe quoi, tu vas pas. Déjà que tu es divorcée, alors si en plus il faut que tu partes 300 km, loin de la famille, loin des amis, loin de tes racines, loin de tout le monde. Ouais, sauf que moi, je comprends que professionnellement, c'est ma porte de sortie, il faut que je le fasse. Alors, OK, ça va être difficile, mais c'est pour mes enfants. Et il est hors de question que mes enfants vivent. Alors, c'est très bien les associations caritatives, mais à un moment donné, il faut en sortir. Et j'ai 2 bras, j'ai 2 jambes, j'ai plutôt un cerveau bien fait et j'ai une volonté à toute épreuve. Donc, vous êtes partie en Mayenne avec vos enfants. Donc, je pars en Mayenne. Vous occupez ce poste. J'occupe ce poste pendant 6 ans. Et vous avez à nouveau titillé la chance. Absolument. Ça, c'est juste parce que j'aurais pu me contenter de ça. Néanmoins, je m'ennuie. Ça fait 6 ans, j'ai aspiré à quelques promotions. Les cycles, 6-7 ans. Exactement. Et à chaque fois, c'est ça. Et j'ai essayé, là aussi, en interne, mais je suis toujours pas diplômée. Et à un moment donné, dans une même entreprise, quand vous voulez gravir les échelons, le diplôme, il vous rattrape. Et puis, tous les matins, pendant 6 ans, matin, midi et soir, je vais passer devant une belle enseigne, devant une belle entreprise qui me fait rêver. Parce que c'est une entreprise qui a une notoriété en local incroyable de la part de ses salariés. C'est assez rare dans l'industrie. Souvent, on va vous dire, les patrons, ils exploitent, etc. Et là, les ouvriers, quand ils parlent de cette entreprise, ils en parlent avec des étoiles dans les yeux. Ah ben, j'ai dit, moi, je veux en être. Et à l'époque, je passe un coup de fil. Et on me dit, ah non, des femmes dans l'atelier, non, il n'y a pas de place pour les femmes chez nous dans l'atelier. Bon. Et puis, au hasard d'une mission pour l'emploi pour mon fils aîné,
un coup de chance incroyable, cette société qui me fait rêver depuis tant d'années recherche un profil comme le mien. Je postule, là je fais un vrai CV. profil féminin? Oui, c'est ça. Non, homme-femme, mais ça c'est pour la forme. Ouais. Ça c'est pour la forme. Et Donc vous postulez. Je postule, on est 33 candidats au départ et il y a 2 postes à pourvoir. Et en février 2007, je suis recrutée et je suis embauchée dans cette belle entreprise mayonnaise. Donc là, vous êtes fière. Ah, je suis très très fière parce que d'abord j'ai un poste d'homme. Je suis la première femme dans l'entreprise à occuper cette fonction et je l'ai obtenue par mon parcours, pas par mon diplôme. J'en ai toujours pas. Hein. J'ai toujours. Et comment mon ils ont CAP changé petit d'avis? enfant. Eh bien, l'entretien. Donc vous les avez convaincus, vous les avez séduits, et puis Ouais. là vous allez gravir les échelons. Il y a un moment donné, il y a un poste qui vous passe sous le nez quand Ah même. oui. Et là vous n'êtes pas du tout contente. Là, mon patron, mon direct, celui qui m'a embauchée, part sur une autre mission. Et je me dis, en toute logique, vu le travail que j'ai fait, ça va être pour moi. Et là, il vient me voir et il me dit, écoute, Laure, voilà, je vais partir. Et il m'explique qu'il va switcher avec un autre collègue et qu'il compte sur moi pour l'aider. Pétard, hein. Ah non. Ah bah non. Donc là vous le prenez mal. Là, Donc, je le prends en mal. Donc, je lui échange, dis. Ouais. Je lui dis, bah écoute, c'est pas grave, si c'est pas ici, ce sera ailleurs. Donc, ça fait 2 ans que je suis dans l'entreprise. Oula, Mais vous je menacez de partir. C'est pas une menace, mais j'ai vraiment besoin de faire autre chose, ici ou ailleurs. Et je préférais que ce soit dans cette entreprise, bien sûr. Donc là il vous propose. Il doit en parler, il en parle, en tout cas. Et le président me convoque pour m'expliquer le poste. Et là, il me dit... Ça, c'est drôle parce qu'il me dit... Donc, il m'explique plein de choses. Il me dit alors, j'ai rien compris. Mais comment ça, vous avez rien compris? Je dis non, j'ai pas compris. Je vois pas en quoi, moi, je peux correspondre à ce profil et comment vous avez ne serait-ce pu penser à moi. Alors, il me refait l'article sur le poste. Alors, le poste, c'est responsable du service client de la société. Puis finalement vous en avez fait autre chose. C'est vrai. Alors, j'accepte. Je finis par accepter parce que je comprends, parce qu'il me dit, Laure, je ne veux qu'une seule chose. Manager la performance. Et ça me parle. Manager la performance, c'est-à-dire j'ai le droit. Ça, j'ai le droit de faire ça, dans c'est de un la bureau. phrase. Hein. Voilà, manager la performance. Ah ouais. Donc, vous vous plaisez dans ce job, vous le faites évoluer, vous obtenez des compliments dans votre entreprise, mais pas que, puisque vous êtes distingué en dehors de votre entreprise. Incroyable. Vous recevez un prix. Incroyable. Quel prix? Le trophée industriel qui récompense les femmes dans l'industrie avec un parcours atypique. Alors là, ça doit vous plaire, ce prix-là, ça doit être Eh énorme. ben, le symbole de ce trophée, un boulon Ouais. pour l'industrie. La cérémonie est organisée par le PDG de l'entreprise, en présence du PDG de l'entreprise et de bon nombre de mes collègues et de mes collaborateurs. Donc, qu'est-ce que vous ressentez? Eh bien, ce jour-là, quand je reçois ce prix, je ne culpabilise plus sur mon niveau d'études. C'est fini. Ça y est. Donc c'est la reconnaissance. Ouais, c'est ça. C'est la reconnaissance. Donc, il y a cette première récompense, et puis il y a cette lettre, vous pensez que c'est un PV, et en fait, c'est pas du tout un PV. Donc, ça veut dire que quelqu'un l'a demandé pour vous, cet ordre national du mérite. Absolument. Qui l'a demandé pour vous? Alors, trophée industriel, Hervé Moget, président, qui propose ma candidature, je suis retenue. Et puis c'est ça, c'est ce trophée industriel qui vient à l'oreille du préfet. Et mon dossier est présenté à la présidence de la République et il passe. Et en mai 2014, je reçois cette fameuse lettre. Et qui vous a décoré? Alors, là aussi... Parce que là, on vous voit. Dis donc, vous avez changé de look. Je préfère cette coiffure. Hein. je ne sais pas ce que c'est, là. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui c'est cette dame sur la photo. Je n'assume absolument pas. C'est Incroyable. l'émotion, c'est l'émotion Quoi, vous avez capillaire. super minci depuis, changé de look? J'avais super grossi à l'époque. Bon, donc alors, qui vous a décoré alors? Alors là, on m'explique que donc il faut faire une cérémonie et Monsieur Dirix décide, avec son service communication, de tout organiser. Et donc, je vais lui annoncer. Je lui dis, Jacques, j'ai reçu ce courrier, je comprends. Et il me dit, moi aussi, je suis chevalier de l'Ordre national du mérite et ça fait un peu plus d'10 d'années. J'ai trouvé, c'est lui qui vous décore. C'est ça. Voilà. Au sein de l'entreprise? Ah oui, alors il organise une cérémonie dans le village où j'habite, en présence des maires locaux, des représentants de la préfecture, des représentants de l'UIMM, de la chancellerie aussi, enfin tout un tas de personnes, ma famille et mes collègues les plus proches. Et vous en êtes où aujourd'hui alors, professionnellement? Alors professionnellement, il se trouve qu'en mai de l'année dernière, j'ai eu à nouveau une promotion et je suis directrice de clientèle professionnelle, toujours dans la même société. Vous allez vous arrêter où?
Ah non, maintenant, je ne m'arrête plus. C'est-à-dire, Non, vous envisagez quoi? Non, déjà, je trouve que c'est pas mal. Je pense que professionnellement, j'ai plus grand-chose à prouver. Donc maintenant, vous allez penser à Je pense l'amour. moi. À Ouais, l'amour. Absolument, je vais penser à moi, parce que j'ai tout le reste. Il faudrait qu'il ait quel profil, cet homme-là? Alors déjà, il ne faut pas qu'il vous ennuie, hein, donc... Oui, alors ça, j'ai envie de dire, ça fait partie de l'ingrédient. Une folie, une liberté, une... Quoi? Il faut qu'il ait une folie, une liberté. Il pourrait vous emmener loin de votre entreprise chérie? Bien sûr, Ah bon? bien sûr. Vous seriez prête à tout quitter pour lui? C'est ça l'amour, non? Waouh. Ah, oui, je suis pas d'accord. Ah, alors Sylvie, vous n'êtes pas d'accord pour qu'elle quitte son boulot? Vous avez Non. envie de lui dire mais gardez c'est pas votre prévu. autonomie, C'est votre pas prévu. indépendance, etc. Non, c'est pas prévu, mais si un homme arrive et vous dit je vous emmène Sur ma dans le moto. nord, sur ma moto, dans les Non, Ardennes. alors le sur Nord, alors moi j'aime la mer, j'aime le soleil, je suis fan de la Corse. Mon fils est marin. Il ne faut pas que ce soit dans le Nord, alors. Voilà, Ah non, bon. Mais alors, bord encore, de mer, si possible la Corse. D'accord. Moi j'ai Bon, les 47 bébés ans, sont j'ai la vie grands, devant hein. moi. Vous Ouais, avez c'est ça. 47 ans? les bébés sont Oh grands. là là, vous avez toute la vie devant vous. Jeune, cadre, dynamique, dans une société En Mayenne. magnifique. En Mayenne, une région Voilà. absolument incroyable. Je la recommande à tous. Ouais, mais Les pas assez enfants, près de la mer. voilà. Hein, à bon entendeur. Pas assez salut. près de la mer. Voilà. Voilà. Alors Sylvie, vous, on vous laisse à 39 ans, donc vous décidez de divorcer. Oui. Et puis, votre boulot de pub s'arrête. Qu'est-ce que vous décidez à ce moment-là? En fait, donc je divorce, je commence un nouveau boulot dans la pub, dans une autre agence avec un collègue de la précédente agence. Et ce fameux collègue, tandis que je me sépare de mon mari, me dit, écoute, on va travailler ensemble. Moi, je suis amoureux de toi depuis un moment. Et donc, je lui dis, bon, écoute, on va pas travailler ensemble. Si tu es amoureux de moi, moi, je viens de divorcer. C'est trop tentant pour l'un comme pour l'autre. Donc, on va arrêter là. Ah, vous étiez amoureuse de lui aussi? J'étais pas du tout amoureuse de lui. C'était juste... Non, pas du tout. Elle a l'art de se... Non, 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 j'étais pas amoureuse de lui, mais amoureuse. avec quelques filles de l'agence, on se disait que, bon, c'était quelqu'un qui était assez sexy. Donc, je divorce de mon mari. Ce patron, en fait, qui était mon collègue qui devient mon patron, me dit, écoute, c'est bête, tu vas divorcer, tu vas avoir besoin d'argent pour payer tes frais d'avocat, etc. Donc, je ne ferai rien, il ne se passera rien, je te promets. On commence le travail. Puis je me dis, quand même, il va venir me chercher. Moi, je suis célibataire. Ben non, il ne vient pas me chercher. Quand ça, il va venir vous chercher où? Le soir, quoi. Je me dis, bon. donc, c'est-à-dire, vous lui dites, surtout, tu bouges pas une oreille, mais au fond, vous voulez le contraire. Bah, je suis célibataire, j'ai 36 ans, je perds 10 kilos. C'est très ingrat, quoi. Donc, le procès n'est pas encore prononcé, donc j'ai quand même mes enfants tout le temps. Donc, je suis entre la maison, mon travail, la maison, mon travail. J'ai mon ex-mari qui m'attaque violemment au tribunal. J'ai besoin de douceur, je n'ai pas de douceur. Et lui respecte ce que vous lui Et avez lui demandé. est complètement sur sa ligne, il respecte ça, il me regarde comme ça en réunion. Bon, et je le trouve, comme je suis disponible émotionnellement et dans ma tête, je regarde, je dis quand même, il est pas mal. Et donc je me dis, viens me chercher, il vient pas. Et donc j'attends, il y a quelques mois qui passent comme ça, et donc il dit rien. Puis un jour, quelques mois plus tard, on déjeune avec ce fameux patron. Et puis je lui dis, bah dis donc, toi, tes grandes déclarations, que tu étais amoureux de moi, bah dis donc, ça se voit pas tous les jours. Hein. Et puis il me dit, bah non, mais moi, tu m'as dit de pas bouger. Je dis, écoute, c'est bête, on est encore jeunes, on prend un appartement, puis essayons quelque chose. Ah d'accord. Avant même d'essayer? On n'a rien fait, je le jure devant C'est Dieu, pas vrai. on n'a rien fait. Je lui dis, C'est un sacré je veux pari, un pour le trousseau de clés. Bon, après, il m'avait fait une grande déclaration. Vous savez, les femmes, c'est comme les lapins, on les attrape par les oreilles. Hein. Donc, il m'avait fait une grande déclaration. Il m'avait fait des belles paroles. Bah si, une femme, elle se laisse quand même attendrir par les mots. Je crois. Et donc, il m'envoie une photo un jour, je me souviens, c'était avant le printemps, d'un trousseau de clés en me disant, voilà, ça y est, j'ai pris un appartement. Et puis il fait rien. Et je pense qu'il était terrorisé par... je suis très rigide, en fait. Je suis très dure. Une femme forte comme ça. Et ben, je lui ai sauté dessus un soir. Voilà, je lui ai sauté dessus. Ça s'est hyper mal passé. C'est vrai? C'était catastrophique. Vous l'avez terrorisé, cet homme-là. Je l'ai quoi. terrorisé. Je me suis dit, j'avais tellement peur. C'est-à-dire, je me suis dit, mais t'as été fidèle au même homme pendant 10 ans. T'as 2 enfants qui sont passés par là. T'avais un corps de fille de 25 ans. T'as un corps de fille de 35 ans. Les seins, je vais pas faire un dessin, etc. Et je me dis, je suis incapable, je veux pas me recoucher à côté d'un homme, quoi. Et puis au final, je l'ai épousé. Ah, c'est beau. Et puis au final, on s'est mariés. Voilà.
Et alors donc, vous l'épousez, et puis qu'est-ce qui se passe professionnellement? Alors, déjà, je tombe très, très amoureuse de lui. Puis le fait d'avoir attendu aussi, je pense que l'attente, c'est bien. Donc vous êtes tombée amoureuse après coup? Je suis tombée amoureuse après avoir couché avec, en fait. Et donc, on se marie, et tandis qu'on se marie, et là, je suis virée de l'agence où je suis parce qu'il est président. Mais comme j'ai des états de service irréprochables, on me donne un chèque d'indemnité très important. Et là, mon nouveau mari donc, me dit, écoute, tu as une histoire familiale incroyable. Et il me dit, écris-le, quoi. Écris-le. J'ai dit, mais je peux pas. Ça allait être l'été. J'étais virée en avril et il y a l'été qui arrivait. Il me dit, écoute, tu pars à New York, parce que j'aime beaucoup New York. Je te mets dans une chambre, tu t'enfermes, je t'amènerai tes enfants pour 3 semaines de vacances, mais tu t'enfermes l'été et écris-moi ce livre, s'il te plaît, écris-moi ce livre. Sympa. Oui, ah oui, extraordinaire, mon deuxième mari. On ne peut pas perdre à tous les coups. Hein. Ah oui, Ouais. bien l'image. Oui. Ouais. Donc il prend tout en charge. Il prend et tout vous en met dans les meilleures charge et conditions. je me mets dans une chambre d'hôtel et frénétiquement j'écris sans aucune rature, quoi. J'écris de façon complètement accidentelle. Ça sort tout seul. Ça sort tout seul. En 6 semaines, il arrive avec les petits, j'ai presque fini le livre. Et donc, je passe les vacances là, je rentre à Paris, et puis une amie, qui est une ancienne amie de la publicité, qui est passée éditeur, et je l'appelle, je dis, écoute, j'ai écrit quelque chose, je sais pas ce que ça vaut. Puis elle me dit, c'est génial, en fait, ne bouge pas, je vais te présenter la patronne de la maison d'édition, qui est une grosse maison d'édition française. Et la patronne de l'époque me dit, écoutez, c'est formidable, on va vous publier, mais ne partez pas, on va faire d'autres livres, parce que vous avez vraiment quelque chose, quoi. Vous aviez trouvé le titre déjà? Je n'avais pas trouvé le titre, j'étais incapable de trouver le titre. Alors je pouvais descendre 500 pages, mais j'étais incapable de trouver le titre. Et c'est un ami publicitaire qui a fait et la couve et le titre. Donc, Papa was not a Rolling Stone, titre complètement iconoclaste en anglais. Et je ne sais pas pourquoi ce titre me plaît. J'ai pas de père. Le moins qu'on puisse dire, c'est que mon père n'était pas un Rolling Stone, puisque je suis un peu la fille du soldat inconnu. Donc je sors ce livre qui a du succès tout de suite et qui prend le prix de la clôture des Lilas. Donc pareil, ça me valide. Ah oui. C'est un peu ma petite légion d'honneur à moi. Ouais, ouais. Alors attendez, vous passez vite là sur ce prix, Pardon. mais qu'est-ce que vous ressentez quand même? Là, on voit la photo. Ouais. Il n'y a pas n'importe qui autour de vous. Je reconnais Catherine Pancol, Ramayad. Ouais. Hein? Oui, un très beau jury. Et voilà, le livre vient de sortir en janvier. Donc c'est un prix qui récompense une romancière française à la Ouais. rentrée littéraire de janvier. Oui, absolument. Ça, hein. Absolument. Donc c'est plutôt un prix assez prestigieux. Et donc j'ai ce prix littéraire. Et moi qui suis une élève, en fait, une bonne élève, donc je me dis, mais je suis pas écrivain, donc j'ai écrit ce truc-là, puis mon mari me dit, mais tais-toi, arrête de réfléchir, envoie-le aux éditeurs, tu verras bien. Et le prix m'a validée, en tout cas dans l'idée de continuer d'écrire. Et puis très vite, on me propose d'adapter le livre au cinéma, ce que je fais. Donc j'adapte le livre au cinéma, avec Horatica, Marc Lavoine, Sylvie Testu, voilà. Et puis voilà, puis j'ai bifurqué comme ça. Donc ce film, qu'est-ce que ça vous a fait de regarder ce film? Ah bah, alors, en plus, j'ai voulu tourner en 35 mm, parce que ça se passait en 87, l'année de mes 16 ans. Donc c'est vous qui l'avez réalisé? C'est moi qui l'ai réalisé, et en plus, parce que bon, je voulais être le plus sincère possible. J'avais cette fameuse chanson « Envole-moi » dont on a parlé en début d'émission, et par l'entremise d'une amie qui travaille à France 2, elle me dit, écoute, il faut que tu rencontres Jean-Jacques Goldman, il est super. Et puis Laurent Boyer nous met en contact avec Jean-Jacques. Et Jean-Jacques lit le scénario, il m'appelle, il me dit, c'est formidable, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je dis, je voudrais que vous tourniez dans le film. Alors il me dit, mais j'ai pas la tête que j'avais en 87, on peut pas faire ça. Bon, on entretient une relation épistolaire, comme ça, on communique. Et puis quand même, je lui dis, bon, écoutez, on va faire un truc, c'est que comme vous ne voulez pas apparaître à l'image, ce que je peux entendre, on va enregistrer la voix off, et puis elle va parler au poster dans une séquence. C'est énorme pour moi. J'ai passé 6 ans sur un oreiller avec Jean-Jacques Goldman qui me chantait en voix. Et donc je lui dis, on va enregistrer, puis ça ne fonctionne pas. Donc je lui dis, écoutez, ça ne marche pas, les prises qu'on a faites, ça ne fonctionne pas, le dialogue ne fonctionne pas, quoi, manifestement. Et il me dit, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? J'ai dit, écoutez, il y a un truc que je voudrais vous demander. Il me dit, oui. J'ai dit, Envole-moi, donc c'est l'hymne de ma jeunesse, je ne rentre pas dans les détails. Et je lui dis, est-ce que vous pourriez le faire en voix guitare comme une berceuse? Parce que pour moi, c'était vraiment la berceuse qui m'aidait à m'endormir sans me suicider, en gros. Et il me dit, oui, bien sûr. Et moi, l'idiote, je lui dis, si vous voulez, on vous envoie un ingénieur du son. Il me dit, non, c'est bon, je crois que je suis équipée. Je dis, OK. Il fait ça dans son studio à Marseille. Et là, je suis avec ma co-scénariste Sylvie Vered, qui est aussi une grande réalisatrice française. Et je lui dis, j'ai reçu la chanson, je ne vais pas l'écouter. Donc elle l'écoute comme ça avec le casque, et puis elle pleure un peu, puis elle me dit, il t'a donné son cœur. Alors elle me dit ça, moi je ne peux plus écouter. Donc je n'écoute pas la chanson.
Je n'arrive pas à l'écouter. Je réponds à Jean-Jacques, c'est super. J'ai rien écouté. Je lui dis, c'est super, vraiment merci, voilà. Et puis on filmait, c'était pendant le tournage. Et alors pendant le tournage, il y a une scène très difficile où la petite qui joue mon rôle doit comment dire, jouer la solitude, en fait, parce qu'elle était tout le temps toute seule, cette gamine. Et je décide d'envoyer la chanson, donc je la découvre en même temps que toute l'équipe, sur le set, sur le plateau. Et donc, il y a Envole-moi qui résonne. Je me suis mise à vomir. Ah oui, j'ai vomi avec Marc Lavoine qui me tenait les cheveux comme ça. Enfin, vraiment, C'est marrant de vomir. Pourquoi vomir? L'émotion, mais trop grande, quoi. Ouais, Je ça pense vous qu'on a un point submergé. commun, Oui, c'est que c'est ça. comme on a un parcours un peu comme ça, on doit serrer l'estomac un peu. Bien sûr. Et des fois, l'émotion, elle submerge, quoi. Et donc, je suis complètement bouleversée. Bon, et pour répondre à votre question, j'ai fait une grande digression, mais j'arrive, donc je dérush le film, c'est-à-dire je vois les images qu'on a tournées, et j'ai tourné dans ma cité, au 4000, dans l'appartement de ma grand-mère. J'ai refait le décor à l'identique. Ma mère et ma grand-mère qui sont venues sur le tournage m'ont dit « Mais comment t'as fait le bro, la nappe, le cadre mur, c'est les mêmes détails. » L'enfant, c'est l'enfance qui décide, hein, comme dirait l'autre. Et donc, je vois les rushs et je pleure. Pendant des jours, je pleure. Je suis incapable de monter le film. Incapable, j'y arrive pas. Ah, c'est Parce que je vois ma mise en abîme comme ça, de ma propre existence, etc. Vous diriez quoi, que ça vous a réparé de votre enfance? Oui, absolument. Oui. L'écriture est encore plus un acte de réparation parce que c'est une mise à distance des événements. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous prenez pour un écrivain? J'ai du mal à le dire. J'écris des livres en tout cas, ça c'est sûr. Et juste le sens de cette émission, je crois que la mission paraît pour la Journée de la femme. Les femmes, on a tendance à nous assigner un peu à la résidence de la maternité, à la résidence du travail. Tu es déjà bien contente de travailler, donc si tu es moins bien payée que ton collègue, ne te plains pas, etc. Et en préparant l'émission avec la journaliste, je lui disais, elle me dit mais qu'est-ce que vous auriez à dire? Je lui dis mais j'ai envie de dire aux femmes, mais rêvez debout, quoi. C'est-à-dire que en fait, moi, je viens d'un milieu social défavorisé, j'avais pas de père. Mon beau-père me disait t'es une bonne à rien, tu vaux rien, tu finiras prostituée, etc. Et en fait, j'ai l'impression que quand on est une femme, on a presque à s'excuser d'avoir des désirs qui sont au-delà du cadre, de tenir sa maison, avoir des enfants, etc. J'adore mes enfants, j'ai adoré être une mère, etc. Mais c'est pas que ça, en fait. Et on nous a vraiment assigné à ce rôle-là. Et qu'après, on a des papas qui jouent un peu les mamans. Mais quand même, c'est très dur. Et j'ai envie de dire aux femmes, rêvez debout, quoi. N'ayez pas de complexe. Et moi, j'ai une espèce de boulimie de travail aujourd'hui. Parce que pendant toutes ces années, j'ai fait mes petites publicités dans la publicité, qui est quand même un milieu hyper macho, hein, en vérité. J'étais moins bien payée que les hommes, bien moins payée. Je faisais des grosses campagnes, etc. Et je m'interdisais, en fait, mes rêves. C'est-à-dire, oui, quand j'étais petite, je voulais être écrivain, quoi. Vous avez encore des liens avec votre cité? Oui, tous les dimanches. Toute ma famille est Vous y là-bas. retournez tous les dimanches? Oui. Vous avez des projets encore cinématographiques? Oui, je vais réaliser mon second long-métrage, là, très bientôt. Sur quoi? Ça s'appelle La beauté du geste. Et encore une fois, c'est l'histoire d'une petite de banlieue qui est un peu démunie, un peu désœuvrée, et puis qui un jour arrache un sac dans le métro à une dame qui rentrait chez elle. Et elle est prise de remords, elle rapporte ce sac à cette dame d'un certain âge. Et cette dame lui dit, écoute, tu peux continuer à voler comme ça. Moi, j'ai pas eu d'enfant, j'ai pas d'héritière, mais en revanche, je suis une bonne couturière. Je suis première d'atelier dans une grande maison de couture. Si tu veux, je t'apprends le geste de la couture. Et puis, je t'apprends un métier. Puis, tu vas voir, avoir un métier, quand même, faire quelque chose de sa vie, ça permet de devenir quelqu'un. Et le film s'appelle La beauté du geste. Et alors, ça sera quoi le message? C'est toujours le même, c'est-à-dire que moi, j'ai envie de dire aux jeunes filles, moi, je fais beaucoup de tours avec mon film dans les banlieues en France, dans les quartiers, etc., à Grenoble, à Lyon, dernièrement à Grenoble et à Lyon, où je dis aux filles, osez, quoi. Oser, bien sûr. c'est pas un message féministe stupide, c'est oser faire ce que vous avez envie de faire. Et quoi. puis, on est peut-être dans un pays aussi qui nous permet de le faire. Absolument. Et je défends aussi, j'ai fait une conférence où je défendais le patriotisme et qu'est-ce que c'est que l'unité française, parce que de toute façon, c'est un pays mosaïque, la France. Ces régions, par les cultures qui l'ont traversée, etc. Mais il y a quand même le sentiment patriotique français est très beau parce que c'est un pays qui s'est construit sur des très belles valeurs. Et je dis aux petites et aux petits, aux gamins aussi, mais plus aux femmes des quartiers difficiles, je dis, mais adossez-vous aux structures de ce pays. Adossez-vous à ça.
même si on vous ferme la porte au nez, il y a quand même des moyens. On aide les gens dans ce pays. Moi, je voyage énormément depuis longtemps et je remarque, je veux pas quitter la France. Là, on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête avec l'élection de mai et mon mari me dit on restera pas si ça tourne mal. Je dis mais bien sûr qu'on va rester. C'est mon pays. Enfin, c'est pas ton pays, mais moi c'est mon pays. J'ai grandi ici et donc j'ai envie de dire aux filles de ce pays, regardez ce pays en face et rendez-vous compte que voilà, il y a des institutions qui sont encore belles, quoi. Et vous alors, Laure, décidément, le message que vous avez envie de faire passer aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de votre parcours? Moi, j'ai toujours su que la solution, c'était moi qui la détenais. Par contre, j'ai compris très vite que je ne ferais rien seule. Donc ça, c'est important de savoir qu'on est entouré. C'est pas que la famille, c'est pas que les amis. Quelquefois, c'est le contexte, c'est le milieu professionnel, c'est les voisins, c'est bien sûr la famille, une petite sœur, des enfants, et que au final, c'est un travail d'équipe, tout ça. Donc tout est possible, quelles que soient les décisions que l'on prend ou que l'on ait pu prendre dans sa vie, quel que soit l'âge, quel que soit le niveau social, quel que soit bien sûr le niveau d'études, puisque aujourd'hui... En tout cas, vous nous avez montré l'exemple avec vos 2 parcours inspirants, mais on va continuer dans ce registre avec d'autres parcours inspirants. Je vais vous présenter Waria. C'est une femme marocaine qui est arrivée en France en 1990 et comme vous, elle s'est battue pour essayer de conquérir une vie meilleure. Et c'est sa rencontre avec Dominique, une femme présidente d'association qui va changer sa vie. Dominique lui a tendu la main et lui a donné sa chance en lui offrant son premier CDI. Alors, nous sommes partis à leur rencontre. Ça se passe en Corse, justement, où vous aimeriez y vivre. On va regarder ensemble ces images et puis on en discute après. Il y a 25 ans, nous étions dans le cadre d'un stage d'alphabétisation qui avait duré 9 mois et qui avait permis à des femmes de se retrouver dans un groupe pour apprendre à parler le français. Et on s'est bien rendu compte au bout des 9 mois qu'elles ne trouveraient pas davantage de travail qu'elles n'en trouvaient avant ce stage. Par contre, elles avaient des savoir-faire. On a créé l'association en vue de leur insertion professionnelle. Farah, s'il te plaît, tu me fais l'inventaire pour aujourd'hui. Merci. Tu fais à peu près 2 kilos de semoule à tremper et 2 kilos de courgettes. Je suis née au Maroc. Je rentre en France en 16 mars 90. Là, j'ai vraiment trouvé beaucoup de difficultés au début parce que c'est un monde sans mes amis, sans mon pays. C'est un autre monde que je ne connais pas. On ressent la solitude. Le mari va travailler et vous restez toute seule à la maison. Vu qu'un salaire de mon mari, ça ne suffisait pas, j'ai fait femme de ménage, j'ai fait concierge, j'ai fait pas mal. Je l'ai fait et je n'ai pas honte de le dire. Pour 2 personnes, oui. Fais voir, ça suffit, oui. J'ai dit non, je ne peux pas continuer à travailler comme ça. J'arrête. Et c'est là que j'ai ouvert les portes de l'Atlas. Qu'est-ce que tu penses faire après? Une formation? C'est Julia qui s'en occupe ou pas? Oui, une formation, je crois. Hein? Une formation. Une formation à quoi? La cuisine. Cuisine? Oui. Ils sont des femmes en difficulté, ce sont des femmes qui ont besoin d'aide. Il y en a qui découvrent le monde du travail pour la première fois. J'étais comme elle, j'ai galéré. Voilà la preuve que je suis maintenant chef cuisinière et encadrante technique d'insertion. Donc c'est quelque chose qui leur apporte que du bien. Waria, elle a ce petit plus qui fait qu'elle a la manière de gérer les difficultés qu'il peut y avoir dans une entreprise. Et donc, au fil du temps, on lui a confié des tâches un peu différentes et qu'elle a à cœur de mener à bien. Voilà, Marie-Christine. Tu viens chercher le jus? Ça marche. Merci bien. Monsieur. Merci, s'il vous plaît. C'est quelque chose qui a commencé il y a fort longtemps. Moi, j'ai eu écho de ça par un ami.
Et on a toujours l'impression de cette Corse pas accueillante, etc., que c'est un mythe, etc. Donc de voir de telles initiatives, c'est important. Depuis le démarrage de la structure, il y a environ 65 personnes qui sont passées sur les postes d'insertion et qui, à l'issue de leur contrat, avaient au moins repris confiance en elles. Et si elles n'ont pas toutes trouvé du travail, en tout cas, elles ont une autre vision maintenant de leur potentiel et de l'image qu'elles avaient d'elles avant d'arriver jusqu'à nous. J'ai travaillé un certain temps ici Un certain nombre d'années, on va dire. D'années. Je suis de retour de temps en temps. Je vois mes anciens collègues qui sont des amis. De temps en temps, je fais une halte. Et quand je ne viens pas, on s'inquiète. Et En rentrant en France, j'ai jamais pensé que je vais faire tout ça. Donc pour moi, c'est quelque chose qui me donne de la joie de vivre. J'espère que cette structure, qui a été construite au fil du temps, un jour pourra continuer, même si je ne suis plus là pour la faire avancer. Nous avons des enfants et surtout des petits-enfants aujourd'hui pour lesquels nous essayons de construire une société qui soit au moins un peu meilleure que les moments que nous avons pu traverser, nous, dans notre vie. Moi, je suis quelqu'un de fondamentalement optimiste et je crois en la nature humaine. Alors, mesdames, laissez-moi vous présenter nos dénicheurs. Luc, qui va nous aider à approfondir ce sujet. Brigitte et Aude. J'imagine que le témoignage de ces femmes ne vous laisse pas insensible. C'est un joli message. Croire en l'humanité, rester optimiste. Si vous aviez pu bénéficier de ce genre de structure à vos débuts, ça vous aurait peut-être aidé? J'en ai bénéficié. La Fondation des Emmaüs. Donc, qui vous a permis quoi? D'acquérir, de vous mettre sur des rails? À l'époque, je prends mon premier appartement, je suis toute seule, on n'est pas encore installé avec le papa et j'ai pas de gazinière. Je fais chauffer le lait du biberon, vous savez, dans la cafetière. La cafetière, elle a un chauffe-plat. Bien sûr. Et je m'en sers comme ça. Et à l'époque, je vois une assistante sociale et le lendemain, la Fondation des Emmaüs a débarqué à la caravane et m'a livré cette fameuse gazinière. Et comble du luxe, elle était marron. Et à l'époque, avoir une gazinière, vous savez, de couleur, c'était un cadeau, c'était un don. Elle n'était pas blanche, elle était marron. Je l'ai gardée des années. Et j'en ai fait don après. Et vous en parlez avec émotion. Chouette. Beaucoup d'émotion. Luc, cette association s'appelle Atlas. Donc, je me demandais si ça s'adressait uniquement à des femmes d'origine marocaine. Non. En fait, on l'a vu dans le reportage, il y a tout type de femmes qui sont venues. Bon, avant tout, ce sont des femmes qui sont en difficulté d'insertion professionnelle, évidemment. Alors, il y a des femmes vraiment de tous les milieux et vraiment de toutes les origines. C'est-à-dire certaines d'entre elles sont diplômées Alors, il peut y en avoir certaines qui ont eu des diplômes. La grande majorité sont des femmes qui n'ont pas été très loin dans les études. Mais en tout cas, voilà, elles ont toutes les origines socioculturelles et géographiques. Alors, j'imagine qu'elles ne font pas que de la cuisine. Ah non, il y a tout un tas d'autres activités. Là, on a vu qu'une partie qui était la partie cuisine, restauration. Alors, ils font de la mosaïque, ils font de la peinture sur verre, ils font tout un tas de choses comme ça, des activités vraiment pour que tout le monde puisse toucher de l'art, faire quelque chose à ce niveau-là. Et puis après, il y a tout un aspect qui est vachement intéressant, c'est que, par exemple, pour toutes ces femmes qui ont envie d'apprendre le français, on donne des cours d'alphabétisation. Ça, c'est vraiment hyper important. Et alors, est-ce que ça a des résultats sur le plan des débouchés professionnels? Alors, oui, parce que déjà, depuis 25 ans qu'existe cette association, il y a déjà plus de 65 personnes, Dominique le disait dans le reportage, qui ont pu passer par un contrat d'insertion. D'accord ? Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, il y a 4 personnes qui sont en CDI au sein du restaurant, 2 cuisinières, 2 personnels techniques encadrants et 3 personnes de plus en CDD d'insertion. Donc ça fait un turnover et ça met un pied à l'étrier pour justement retrouver de l'emploi et s'insérer. Je trouve ça super, mais je découvre pas vraiment parce que moi, de là où je viens, à La Courneuve, le tissu associatif est assez dense, donc... Mais donc vous avez un discours très positif sur les quartiers et sur les cités, alors qu'on entend une actualité très douloureuse, encore récemment. Vous êtes pleine d'espoir. Oui, c'est-à-dire que ce qui se passe en banlieue, c'est que les gens, les gars des quartiers sont pleins de sincérité en vérité. Ils ont beaucoup de mal avec le mensonge.
Et en fait, on vit dans une société où quand même le mensonge a grignoté pas mal de parties de nos vies. Et ces gars-là sont un peu en décalage avec ce qu'on leur raconte et ce qu'on leur offre. Donc, attention, le deal de drogue, etc., je le condamne sévèrement. Mais à côté de ça, moi, je vois à La Courneuve, le tissu associatif est très grand. Moi, j'ai des enfants qui grandissent dans le 8e arrondissement. Ils n'ont jamais bénéficié d'un centième de ce dont j'ai pu bénéficier à La Courneuve. Mais comment vous avez pu échapper à la cigarette? Vous dites alors que vous ne fumez pas. Comment vous n'avez pas été happé par des mauvaises fréquentations? Uniquement par le fait d'aller à la bibliothèque, de lire? Non, la force de caractère. J'avais une tante toxicomane, j'ai vu ce que ça donnait, ça ne m'a pas donné envie. J'ai vu les gars, on avait un théâtre à La Courneuve où les gens allaient se piquer, j'ai vu les toxicos morts comme ça. Voilà, je l'ai vu et je me dis ça donne pas envie de voir la déchéance. Mais oui, effectivement, il y a du deal de drogue dans les banlieues, il y a de la pauvreté intellectuelle, c'est vrai. Mais à côté de ça, il y a plein de structures qui sont mises en place. Il y a la Cité du cinéma qui est à Saint-Denis, que Luc Besson a voulu à Saint-Denis. Il y a plein d'endroits comme ça où on recrute. Moi, j'ai fait mon long métrage, j'ai voulu tourner à La Courneuve. Premier coup, mon producteur a dit mais non, on va se faire voler les caméras, etc. J'ai dit viens, on va aller prendre le café, le thé chez les mamans et puis tu vas voir. Et on est rentré chez les gens et j'ai demandé à ce que tous les petits techniciens soient recrutés à La Courneuve, les figurants soient recrutés dans la cité. On n'a eu aucun problème. Vous n'avez pas envie de vous engager, vous, de faire de la politique? Non, on me l'a proposé, mais je peux pas, je suis trop sincère. C'est horrible. C'est horrible pour la politique, ce que vous dites. C'est quand même terrible. C'est une condamnation implacable. Moi, je fais confiance aux institutions de ce pays. Et que je dis, et je suis convaincue de ça, que dans ce pays, si on regarde un peu le verre à moitié plein, parce qu'il y a quelque chose de plein dans le verre français, eh ben, je pense qu'on va s'en sortir. Tous, autant qu'on est. Moi, je passe l'été aux États-Unis. Je vous assure que j'ai eu une angine aux États-Unis quand j'ai appelé le gardien de l'immeuble et j'ai dit « Pouvez-vous appeler un docteur? Je ne peux pas, j'ai du pus dans la gorge. » Il est devenu blanc. Et il m'a dit « Attendez, j'avais l'impression que je devais casser un PEL. » Je veux dire, ici, on peut se faire soigner gratuitement. Aux États-Unis, on vous donne les antibiotiques un par un. Non, mais la santé, c'est quelque chose d'important. Non, et puis, moi, je suis entièrement d'accord avec vous, surtout dans la mesure où on a pu avoir la chance de vivre à l'étranger. Moi, j'ai vécu 3 ans en Turquie, en Égypte et 4 ans en Turquie. Alors là, je peux vous dire que la France est un pays formidable en matière d'éducation, en matière de santé, en matière de social, mais c'est un pays bien sûr. fabuleux. Et alors, Waria, elle en pense quoi alors? Waria, elle en pense que du bien. Elle est super contente pour Waria parce qu'elle est maintenant en CDI dans l'entreprise. Elle est très fière de son chemin qu'elle a parcouru. Et ouais, elle a réussi un truc. Et j'ai un petit scoop pour vous, c'est qu'en fait, Dominique va bientôt partir à la retraite. Et Waria va prendre la direction de l'association. Et c'est marrant parce qu'elle a dit... consécration pour elle. Oui, quand même quelque chose. Par 2 fois, elle dit quand je suis rentrée en France. Oui. Alors que c'est pas son pays de naissance. Ouais. Et elle n'a pas dit quand je suis venue en France, elle a dit quand je suis rentrée en France. Donc réinvestissons cette fierté patriote. Et on le sait d'autant plus parce que Waria, elle le dit très bien. On sent qu'elle a la reconnaissance et l'amour. C'est quand on a connu autre chose ou quand on vient d'ailleurs, on s'aperçoit à quel point, comme on dit, on reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va, etc., etc. Alors, on va découvrir une autre belle histoire qu'Aude va nous raconter. Là encore, un très beau destin de femme. Une histoire magnifique. Alors, Luc va nous montrer la photo de Michaela de Prince, parce que j'ai un assistant tablette. Oui, parce que ça va être Luc, elle a été nommée d'office. Voilà. Donc, voici Michaela de Prince. Michaela, elle a un parcours incroyable. Elle est née en Sierra Leone en 1995. Voilà. À l'ouest de dans l'Afrique. l'ouest de l'Afrique. Ouais. Donc, elle a 22 ans aujourd'hui. Et cette jeune femme, elle a eu un début de vie très chaotique parce qu'elle a perdu son papa quand elle avait 3 ans, qui a été abattu par les rebelles pendant la guerre civile là-bas. Et une semaine plus tard, sa maman est décédée d'une fièvre foudroyante. Donc elle s'est retrouvée en une semaine orpheline à l'âge de 3 ans. Personne dans sa famille ne veut la prendre en charge parce qu'en fait, elle souffre d'un vitiligo, qui est une maladie de la peau, une dépigmentation de la peau qui est extrêmement mal perçue, notamment en Afrique. Et donc, à ce moment-là, on la place en orphelinat. Et à partir de ce moment-là, elle vit des heures assez difficiles parce que on l'appelle l'enfant du diable. Elle est vraiment stigmatisée par tous les autres enfants. Elle y reste jusqu'à quel âge? Elle y reste jusqu'à 4 ans. Et à ce moment-là, elle tient pendant 1 an. Elle tient malgré tout parce qu'elle a un rêve, cette jeune femme. Elle rêve de devenir danseuse étoile.
Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle a vu dans un magazine la photo d'une danseuse en tutu avec des petits chaussons de danse. Elle l'a trouvée magnifique. Elle s'est dit, c'est ça que je veux faire, alors qu'elle est toute petite à ce moment-là. Et quand, à l'âge de 4 ans, une famille d'Américains vient l'adopter, à ce moment-là arrive Elaine de Prince, donc, sa maman adoptive qui vient l'adopter, avec d'ailleurs une autre petite fille. En fait, sa meilleure amie, elle avait quand même une petite copine qui s'appelait Mia. Elle a adopté les Ouais, deux. elle a adopté les deux. Elle a adopté les deux Parce que ce que j'allais dire, quand même être adoptée à l'âge de 4 ans, c'est déjà âgé. C'est déjà quoi. tard, Déjà exactement. passé. Et elle, du coup, elle n'est pas déconnectée parce qu'elle elle part donc aux États-Unis, dans le New Jersey, avec cette petite Mia qui était. Donc, Michaela et Mia rejoignent cette famille. Et le jour où elle arrive aux États-Unis, elle ne comprend pas parce qu'en fait, elle imaginait. Alors, elle vivait pieds nus en Sierra Leone et elle pensait que en Occident, les gens portaient des chaussures de danse. Pour elle, les chaussures que cette femme portait sur la photo, c'était les chaussures que tout le monde portait. Et donc, elle arrive, elle comprend pas trop, elle fouille dans le sac de sa maman à la recherche de chaussons de danse. Et sa maman lui demande ce qu'elle fait. Là, elle lui montre la photo qu'elle a toujours gardée sur elle, cette photo de magazine, en lui disant, mais où sont les... Et donc là, la maman comprend, les parents comprennent que c'est son rêve et ils vont tout faire pour qu'elle puisse suivre des cours de danse. Voilà, et donc c'est là qu'elle commence la danse. Et puis, c'est pas, les problèmes continuent parce que dans le milieu de la danse et du ballet, les danseuses noires, il y en a très très peu. Et donc, elle fait face au racisme Même pendant aux des années. États-Unis. Et même aux États-Unis, Ici, exactement. Et c'est vrai que dans la danse classique, on voit pas de personnes. Non, on en voit très très peu. C'est vrai. Non, Y mais compris aux États-Unis. On pourrait où imaginer la que ça population commence à est venir sûre. aux États-Unis. Oui, alors ça commence et il y a notamment une femme, Misty Copeland, Misty Copeland qui du coup est la première danseuse étoile afro-américaine. Et donc cette personne-là, qui a 10 ans de plus que Michaela, c'est son modèle. Elle tient, elle s'accroche parce qu'elle se dit, elle a réussi à devenir étoile, moi je vais réussir aussi. Et elle devient vraiment une danseuse prometteuse et elle décroche une bourse pour faire des études à l'American Ballet Theatre, qui est un peu l'équivalent de l'école de danse de l'Opéra Garnier, en fait, à Paris. Donc, c'est la grande école new-yorkaise de danse. Ouais. Et donc, elle fait ses classes là-bas, comme Misty Copeland, qui a été... qui est dans cette même école. Dans cette même école. Donc là, on la voit. Elle a quel âge aujourd'hui ? Une photo magnifique. Aujourd'hui, elle a 22 ans. Alors, elle n'est pas encore étoile, c'est son objectif de devenir étoile, mais les photos sont incroyables, je trouve. Donc, elle danse dans le corps de ballet. Elle danse dans un corps de ballet. Elle est professionnelle ? Oui, depuis 2013, elle est maintenant à Amsterdam, dans le Ballet National d'Hollande. Et elle a même interprété l'héroïne de Casse-Noisette de Tchaïkovski, qui est quand même un peu le Graal. Et pour elle, c'est une revanche parce qu'on lui avait dit que ce rôle-là, elle ne l'aurait jamais. On lui a même refusé une fois, quelques années plus tard. Exactement, parce qu'on lui avait dit le public n'est pas prêt à voir du Tchaïkovski joué par une danseuse noire. Et depuis, elle joue partout. Hein. Elle a joué à l'Opéra Garnier l'année dernière, elle a joué à Londres. Donc il est possible qu'elle décroche ce titre de danseuse étoile. Tout à fait possible parce que ça aurait un retentissement formidable. Ce serait extraordinaire parce que Misty Copeland, elle l'a décroché assez tard. Donc elle est tout à fait en mesure de décrocher. Elle marche, elle est dans ses pas. Et ce que je trouve génial avec cette jeune femme aussi, en plus elle est toute jeune, elle a 22 ans, c'est une femme engagée. Elle a décidé de venir en aide à d'autres jeunes femmes comme elle, afro-américaines, pour leur donner espoir, pour leur dire, voilà, accrochez-vous, vous pouvez y arriver. Les mentalités sont en train de changer. Et donc, elle a écrit un livre. Est-ce qu'elle affiche son vitiligo en dehors de sa couleur de peau ou est-ce qu'elle le maquille ? Elle l'affiche, elle a même posé nue, alors j'ai pas la photo, mais elle a même posé nue en couverture d'un magazine de danse où elle était intégralement nue et où justement elle montrait aussi son corps parce qu'elle a aussi cette particularité-là, et on en a souvent parlé ensemble, surtout quand on est noir, ça se voit d'autant plus. Donc voilà, elle revendique sa particularité. Et elle a... Ça vous plaît ce genre de parcours Moi, du tempérament, de la volonté, elle lâche pas. Ah oui, elle lâche pas. Et au départ, on a dû lui dire, n'essaie pas, tu n'y arriveras pas, j'imagine. Bien sûr. On a certainement dû lui dire ça. Ah oui, c'est surtout ce qu'il faut dire pour qu'on y arrive, non ? Peut-être. Avec un joli tempérament. Il y a un excellent moteur. Il y a un sacré bout de jeune femme, on l'imagine bien. Donc, elle a écrit un livre ? Elle a écrit un livre qui s'appelle Orpheline numéro 27, parce que quand elle était à l'orphelinat,
C'était son Matricule, elle on avait- peut oui, dire. son matricule en quelque sorte. Ils avaient des numéros. Donc elle, c'était le numéro 27. Elle retrace tout son parcours et franchement. C'est en français, on peut le trouver en français. C'est en français. Il est sorti l'année dernière en français, donc elle en plus, et il va y avoir une adaptation au cinéma. Ouais. Donc je trouve ça, je trouve que c'est une super belle histoire. Et ce qu'il faut que je dise aussi, c'est que c'est la nouvelle ambassadrice d'une ONG qui s'appelle War Child, qui est en fait une ONG qui vient en aide aux enfants victimes de la guerre. Donc je trouve que son combat est magnifique à la fois pour la danse et puis aussi globalement pour les enfants et pour tous les jeunes qui ont besoin d'un modèle en fait comme elle. Autre exemple de jeune femme qui est partie de rien, qui a gravi tous les... Alors elle Avec s'appelle Brigitte. Sakina, la mienne. Ouais. Alors Luc, qui est aussi... Allez. Bon, ton assistant. alors Luc, on ne traîne pas, s'il te plaît. Impératrice. Voilà Sakina. Alors, elle a 45 ans aujourd'hui. Et Sakina, elle s'est battue avec une énergie folle pour atteindre le but qu'elle s'était fixé, c'est-à-dire devenir styliste, une styliste reconnue. Alors, elle naît aux Comores, il y a 45 ans. Voilà. Ils faisaient quoi, ses parents? Alors, son papa était boucher, ouvrier boucher, et sa maman était mère au foyer. Et quand elle a 2 ans, il décide de partir en France pour trouver du travail, certainement. Et elle reste toute seule avec sa grand-mère aux Comores. Et sa grand-mère est une femme incroyable qui lui transmet son audace et son goût du combat. Hein. Elle ne se laisse jamais faire, sa grand-mère. Point commun avec Sylvie, alors. Elle a passé du temps avec sa grand-mère. Absolument. C'est important, les grands-parents. Ah, Tant qu'on les a, très important. faut Ah, en oui, oui. profiter. C'est Moi, vrai. je suis... Oui, je te comprends. Et donc, à 7 ans, elle arrive en France, elle arrive à Marseille pour rejoindre ses parents. Et là, elle ne sait pas parler français du tout, hein, elle est complètement un peu perdue. Elle apprend à lire. Complètement un peu perdu. J'ai dit complètement un peu perdue. C'est pas grave. Et donc, merci. Et donc, elle apprend à lire et à parler français dans des bouquins. Elle lit Baudelaire, elle lit Boris Vian, en fait, des grands auteurs. Et elle apprend le français en 1 an. Ensuite, elle devient une ado rebelle. Elle est punk, elle s'habille un petit peu... Comme toi, quoi. Comme moi, pareil. Parce qu'elle ne vous a pas dit, Brigitte, mais elle a eu une adolescence assez tourmentée. Assez rock. Bon, attends, et les sœurs, tu les embêtais, tu m'as dit et tout. Ça, oui. Bon, pardon. Punk aussi. Les Rolling Elle- Stones, Elle tout ça. était punk à chien, même. Punk. Fan de... Ah oui, mais ça, c'est pas être rebelle, ça. C'est avoir du goût. Alors donc, c'est à ce moment-là qu'elle commence à avoir du goût pour le Alors, stylisme. Voilà, elle se dit... Au moment de sa punkitude. Voilà, elle se rend compte que le vêtement est quand même un vecteur d'insertion sociale, plus ou moins. Et donc, un jour, elle tombe sur une affiche dans la rue, elle tombe sur une affiche de théâtre, elle fait le mur, parce qu'elle est infernale. Elle fait le mur, elle dépense tous ses sous pour aller voir cette pièce. Et là, elle tombe en arrêt donc devant les costumes, c'est les costumes qui l'intéressent uniquement. Et là, elle se dit, bah, ça y est, je sais ce que je vais faire, je serai styliste. Alors, elle revient chez elle et à partir de ce moment-là, elle commence à fabriquer une petite collection. Alors, elle découpe les nappes en toile cirée de sa maman avec des torchons, des boîtes de conserve. Elle fait une collection. Et elle veut la présenter à la fin de l'année Des boîtes scolaire. de conserve, elle fait quoi avec les boîtes de conserve? Des boutons, faire des boutons. Ouais, des Des ordres. boutons, voilà, des sacs. Des Rappelons trucs qu'elle était d'école, enfin, elle fait tout un truc bizarroïde. Et elle veut la présenter à la fête de fin d'année de son collège. Voilà. Et elle a une idée, alors son premier culot, c'est qu'elle écrit à la femme du maire de Marseille, qui s'appelle Marilyn Vigourou, et elle vient voir le truc, elle est tellement sidérée par l'énergie de Sakina, et elle finance les études de stylisme en partie de Sakina. Mais elle a eu le culot. De toute façon, elle a du culot toute sa vie. Et bon, et puis quelques temps plus tard, elle a son diplôme, elle vient à Paris. Et à Paris, elle doit faire un stage dans une maison de haute couture. Manque de peau, elle n'a pas de réseau. Donc, elle n'a pas de stage. Alors, elle a une petite idée. Elle habite à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis. Et elle crée des ateliers pour les personnes de son quartier. Alors, il y a des enfants, il y a des femmes, il y a ça, pour leur parler justement de ce pouvoir du vêtement qui peut permettre de s'insérer plus facilement dans la société, pour elle, en tout cas. Et puis, 2 ans plus tard, dans ces ateliers, on y fabrique des vêtements ou c'est juste... Non, elle parle, elle leur explique, elle parle du vêtement. Et elle décide de faire un défilé dans la gare de Bagnolet. Et sur le podium, il y a toutes ces personnes qui étaient à ces ateliers, qui défilent. Et
dans la salle, il y a une acheteuse d'un grand magasin parisien qui est là et qui est complètement séduite par les vêtements de... Oui. Et donc, elle lui propose d'acheter toute sa collection pour la mettre dans ce grand magasin. Alors là, c'est la folie, hein. C'est le succès, c'est le début du succès. Elle est trop contente. Et 2 ans plus tard, elle crée sa propre société. Elle la transforme en entreprise d'insertion professionnelle avec l'aide de Pôle emploi. Elle embauche des hommes et des femmes et elle leur donne une formation pendant 6 mois minimum, 2 ans maximum. Et à la fin de leur stage, alors ça, je trouve ça incroyable, elle leur trouve un poste, un boulot dans une maison de haute couture. Ah ouais. Parce qu'ici, c'est-à-dire qu'à la fin de leur stage, ils ne travaillent même pas pour elle. Elle s'engage à les placer. Ah oui. Oui. Elle les garde pas après. Elle en forme d'autres, j'imagine. Elle en forme d'autres, elle n'arrête pas. Moi, je trouve cette fille formidable. Mais je trouve qu'elle a des... Ça s'entend. Elle est toute petite, elle est rigolote. Et alors, j'ai eu au téléphone, elle est vive, elle est fantastique. Et alors, quel genre de vêtements crée-t-elle? Alors, voyons. Elle habille Eva Mendes, quand même, des stars. Ludivine Sagnier. Joli. Oui. C'est joli, hein? Oui, c'est très joli. C'est pas des vêtements ethniques? Non, c'est des vêtements. Elle les fait avec donc des tissus. Ah oui, c'est ça. J'ai oublié le principal. Éthique et solidaire. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elle achète des chutes de tissus. Celle-là, elle est super jolie. Magnifique. Elle achète des chutes de tissus dans les maisons de haute couture. Comme ça, elle recycle. En plus, elle recycle. Elle est considérée comme une pionnière du développement durable. Elle a eu des prix. Elle a eu plein de prix. Grand prix de la ville de Paris en 2007, prix des talents des cités. Ça, c'est un prix qui est remis au Sénat, je crois. Ouais, exactement. Ouais. Et elle a eu aussi un prix qui compte beaucoup pour elle, c'est le prix de la Fondation Kering pour la dignité des femmes. Et alors, notre petite amie a un message à faire passer. Elle veut dire aux gens que si vous n'avez pas de métier, eh bien, créez vous-même votre métier. Elle m'a dit ça hier soir. Elle m'a dit, il faut créer son métier avec ce qu'on aime faire. Et elle a un autre message à faire passer auprès des investisseurs. Elle leur dit, faites confiance aux audacieux et aux inventeurs. Voilà. Et ben moi, j'aime ça. J'aime ça. J'imagine que nos invités ne peuvent qu'approuver ce parcours. Absolument. Oui, c'est bluffant. Puis oui, vous avez parlé de culot, l'audace, on la sent. Oui. Vous le racontez d'une manière en plus qui est très enthousiaste. On sent bien ça. On imagine la bonne personne derrière. Tous ces exemples, à la fois ceux dont vous venez de nous parler et les vôtres, auront donné plein d'énergie, j'imagine, à ceux qui nous regardent aujourd'hui. Prenez vos vies en main, bougez-vous, faites de votre vie un rêve et de vos rêves une réalité, comme dirait Saint-Exupéry. Et puis voilà, je voulais juste vous montrer, c'est le 6e, celui-là? Oui. Donc si j'ai bien compris, c'est un portrait de votre... Oui, c'est l'histoire de ma mère, de la Tunisie à la France, la découverte de la sexualité des hommes, de la France, de ce que... C'est un peu Paris est une fête en mode blédard. Ça me plaît, moi. Paris est une fête. D'Hemingway? Oui. Merci beaucoup de nous avoir fait partager vos parcours. Merci à nos dénicheurs. Merci. Passez une excellente après-midi. Tout de suite, c'est Stéphane Bern. Bon après-midi. Merci. Lundi, dans 1001 vies, nos invités nous raconteront leur enfance aux côtés de parents différents. J'ai été les yeux de mes parents. Et moi l'oreille. Donc c'est ça. Adeline naît dans une famille pas comme les autres. Ses parents sont malentendants. La première langue qu'elle apprend est la langue des signes. J'ai commencé petit à petit à prendre conscience que, en fait, il y a 2 mondes différents. Il y a le code entendant et il y a le code sourd. Une particularité qui la fera grandir plus rapidement que ses camarades. Un jour, en fait, mon père n'était pas bien. Avec mon frère, on a appelé le SAMU. Et ça parlait, ma mère qui me regardait, j'essayais de traduire. Puis à un moment, le médecin nous a dit « Non, mais sortez, vous êtes des enfants, sortez ». Christian, le père de Romane, est non-voyant. Malgré son handicap, il a très vite endossé le rôle de papa poule. Moi, à la crèche, quand j'allais la chercher, je faisais... Et c'est juste ce son-là qui faisait que c'était elle qui venait. Mais tant que je ne faisais pas ce son-là, elle ne venait pas. Romane, elle, se souvient encore des remarques blessantes qu'elle entendait pendant son enfance. Une rancœur qu'elle a désormais transformée en force intérieure. Je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui si j'avais pas eu des parents différents.